Chouch, dites-moi si le son est trop fort, si c'est pas assez fort, tout ça, tout ça. Alors, cette vidéo est déconseillée aux personnes jeunes et sensibles. Donc, faites bellec à vous, les amis. Ok, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une brève histoire qui est complètement vraie. En 1948, le photographe polonais David Seymour, surnommé Chim, est commissionné par l'UNICEF de se rendre dans de multiples pays européens pour photographier et documenter la difficile et controversée situation des enfants orphelins et ou réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, c'est quoi le titre de la vidéo? Dessins perturbants issus de maladies mentales. Je trouve que c'est un sujet grave intéressant. J'aurais jamais pu me pencher sur ce cas-là. De nombreux portraits et photos seront pris et inclus dans sa collection Children of Europe qu'il publiera en 1949. Il montre des enfants dans des conditions difficiles et précaires, dans des orphelinats froids, enfants dont il capture les émotions qui sont la seule chose animée des photos. La partie la plus marquante de cette série de photos reste son passage dans un orphelinat de Varsovie. Et toute cette collection de photos représente plutôt bien la détresse de ces enfants face à une guerre dont ils ne peuvent comprendre la violence. C'est en se dirigeant vers les enfants ayant vécu les camps et ayant perdu leurs parents, voire toute leur famille, qu'il a pu capturer la situation absolument désastreuse de ces enfants. Entre vide émotionnel, solitude, trauma psychologique sévère et tuberculose. Dans cet orphelinat, à Varsovie, il se décide de faire une petite expérience. Il donne une craie à chaque enfant et leur demande de dessiner sur le tableau noir ce qu'ils voient dans le mot « maison ». Si la plupart des enfants ont dessiné une maison classique avec de la chaleur et des parents aimants, une jeune fille sortira du lot, une certaine Teresa Adventowska, qui avait vécu un enfer. Déjà, en 1944, son père activiste fut battu par la Gestapo au point de perdre l'intégralité de ses dents, le tout devant Teresa. Après avoir été battu, son père a été mis en prison. Du coup, sa mère a dû essayer de faire vivre la famille en allant faire du commerce dans le ghetto de Varsovie, chose qui va également beaucoup impacter la vie de Teresa. Mais la pire des choses qui lui soit arrivées, c'est quand à 4 ans, durant des fusillades, elle fut touchée par un bout de tir shrapnel qui lui endommagea le cerveau à jamais. Après des années de famine et de trauma psychologique extrêmes, Teresa atterrit dans un orphelinat. Quand soudain un photographe excentrique lui demande de dessiner le mot « maison », elle se saisit de sa craie et dessine ceci. On a gros sur la patate parce qu'il recommence. Recommence quoi? Les gars, je suis en live là ou pas? Remets. Mais pourquoi remets? Je dois remettre quoi? On a raté le début, mais mon live il marche ou il marche pas mon live là? Parce que le début je l'ai mis en live. Il y en a, ils étaient pas. Ah, il y en a, ils étaient pas là. Ben non, les refs. Les refs, si je dois vous résumer, regardez, il y a que 2 minutes de vidéo qui ont été faites sur les 1h28, ok? C'est l'histoire d'un orphelinat avec plein d'enfants malades de je ne sais où déjà, j'ai oublié. Et on a demandé à une petite fille de dessiner une maison toute simple. Et elle s'est mise à faire de la dinguerie sur un tableau. Et le photographe a pris en photo son dessin. Et c'est un dessin totalement différent des autres enfants parce qu'elle a eu un passé de fou avec son père qui était mêlé à la guerre, je crois, sa mère qui s'est mangé un bout d'obus dans le crâne et elle est complètement perturbée dans sa tête. Voilà. Même pas de Selem. Mais les refs, je suis en live depuis 4 heures déjà, je vais pas dire Selem toutes les heures. Vous êtes fous ou quoi? Personne n'a reçu la notif. Ah, je suis désolé les gars. J'avais envie de le réaliser depuis extrêmement longtemps. Mais vraiment, je vous ai bien résumé depuis en même tout cas. Début 2020 en réalité. Ça fait donc depuis extrêmement longtemps que j'accumule des infos, lis sur le sujet et c'est il y a 1 mois que je me suis décidé réellement de tout plaquer pour enfin traiter ce sujet qui me fascine. Aussi bien car la perception est un thème que j'apprécie fortement dans l'art, mais aussi parce que je suis concerné par le sujet. Cette vidéo a été inspirée par énormément de trucs différents, elle a énormément de sources différentes, mais une chaîne qui m'a donné vraiment envie de me lancer pour réaliser cette vidéo, c'est la chaîne de Shrouded End qui a fait des super
vidéo sur des cas extrêmement connus d'artistes atteints de maladies mentales s'exprimant sur leur maladie. Je vous les conseille, bien qu'elles soient en anglais et que je les ai pas vues en entier parce que je m'interdis de regarder des vidéos d'autres youtubeurs horreur américains ou français. Mais très franchement, certaines de ces analyses et certains des sujets dont il va traiter, je vais également les traiter et d'une manière très similaire et je me devais de le préciser. Je vais essayer au maximum de vous prendre par la main pour vous mettre dans l'univers et l'espace mental de ces personnes malades qui pour des raisons diverses ont peint, dessiné, sculpté pour exorciser leurs démons et essayer d'expliquer au monde ce qu'ils vivaient. Et je préviens, cette vidéo risque d'être plutôt difficile d'accès par rapport aux autres de ma chaîne. Elle va être longue, avoir une introduction assez vénère, je vais mettre en place beaucoup de concepts que je vais essayer d'expliquer le plus clair possible. Normalement cette vidéo sera accompagnée d'un système de chapitres, si vous commencez à vous ennuyer sur une partie, vous pourrez tout de suite passer à une autre, ce que je comprendrai tout à fait, et si vous n'êtes pas du tout réceptive à... Les gars, Putain, on dirait je fais 1m10, faut que je me tienne plus droit. Les refs, je préviens d'avance, cette vidéo m'a l'air assez similaire en termes d'éléments, genre à la vidéo où il y avait les sons les plus horribles de l'histoire, ou même c'était une vidéo d'1h30 avec plein de sons un peu rock'n'roll, tout ça, où ça parlait de pédophilie, de meurtre, bref, de tous ces trucs là. J'avais du mal avec ce format là, c'était hyper long, au bout d'un moment je finissais par me lasser, j'avais compris que ça parlait juste de trucs hardcore, donc excusez-moi d'avance si ce format là me convient pas totalement, je sais qu'il y a énormément de cas de dessin là en 1h30, peut-être qu'il y a certains cas où je vais commencer à m'endormir dessus. Ah, ce truc qui moi pour le coup mais me parle on verra beaucoup. bien, ça devrait aller normalement. C'est pas grave, je suis désolé, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais néanmoins si ce concept vous intéresse, j'ai vraiment essayé de faire mon maximum pour que le traitement de cette vidéo soit humain, sincère et juste. Alors avant de commencer, j'aimerais mettre en place certaines choses qui vont nous être importantes pour la suite dans une petite introduction que je vais essayer de rendre la plus précise et courte possible. Let's go Feldouche. D'ailleurs, il y a une meuf qui a réussi à décrypter tous les RG de Feldouche. En faisant cette vidéo, j'ai dû apprendre plusieurs concepts importants. Le concept d'art brut, d'art naïf, d'art singulier et plusieurs autres trucs du même type. Les sujets dont je vais parler peuvent tous être mis dans une ou plusieurs de ces cases. L'art brut, ça a été défini par un gars qui s'appelle Jean Dubuffet, qui est un peintre français qui s'est intéressé sur ce sur quoi l'Académie ne s'était jamais vraiment penchée, tout simplement parce que ça les intéressait pas, c'est-à-dire l'art du peuple et des gens qui n'ont pas de culture artistique. Il a créé le terme de l'art brut. C'est un art qui est souvent issu de personnes créant spontanément, sans aucune référence particulière, due à une absence de connaissances artistiques et créant donc à partir de rien d'autre que eux-mêmes. C'est pour ça que dans l'art brut, on retrouve en majeure partie des personnes qui peignent dans de l'art-thérapie. Leur condition mentale, leur perception un peu déformée du monde fait qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir beaucoup de références artistiques et qu'ils créent et dessinent pour communiquer plus que n'importe quel autre individu. Le terme est venu à Dubuffet lorsqu'il a visité des hôpitaux psychiatriques en Suisse et qu'il s'est penché sur ce que les psychotiques adultes non éduqués créaient. Il est tombé sur moult représentations abstraites et naïves. Je baisse un peu. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Parfois ne respectant pas les règles les plus simples, comme par exemple la perspective. On trouve par exemple un tableau d'un certain Adolf Wölfli. Ce tableau s'appelle Bandhain, où on voit une sorte de château, de maison, avec des perspectives complètement distordues. Le tout fait une image intéressante, et Dieu sait ce que voulait dire l'artiste en réalisant ça. Donc en connaissant un tout petit peu mieux ce projet, après avoir fait beaucoup de recherches, j'aimerais mettre au clair beaucoup de choses. D'abord, et c'est le plus important, la majorité de l'art brut et de l'art fait par des personnes atteintes de maladies mentales est parfaitement normal, complètement banal, sans la moindre différence particulière. En fait, c'est pas forcément réel, il y a généralement une sorte d'étrangeté ou d'excentricité qu'on ne trouve que très rarement dans l'art dit plus classique, mais l'art brut reste la majorité du temps normal, joyeux, triste ou dans tous les sens quelque chose de parfaitement normal. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas me pencher uniquement sur l'art brut, mais que je vais... C'est curieux parce que l'art brut venant de personnes présentant des maladies mentales, etc., je me voyais les utiliser que des couleurs sombres, dessiner des crânes de morts partout comme Philippe Lain, dessiner les enfers, des flammes. En fait, c'est au total opposé. Me pencher au maximum sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales impactant énormément leur vie en société, qui a essayé d'expliquer ce qu'ils vivaient, qui était une manière d'exorciser leurs démons.
Mon objectif, c'est d'essayer d'avoir un regard empathique envers des gens qui ont souffert énormément de leurs conditions mentales, en essayant de décortiquer les choses qui reviennent régulièrement selon les maladies mentales, essayer de comprendre quel langage universel esthétique est utilisé par des gens voulant expliquer ce qu'il se passe à l'intérieur d'un cerveau qui déforme la réalité. Bref, je veux faire de cette vidéo une sorte de voyage compréhensif. Et c'est donc pour ça que je voulais dire une seconde chose. Les gens atteints de maladies mentales sont des gens comme vous et moi. Vous connaissez forcément quelqu'un, par exemple, atteint de bipolarité, sans forcément que vous en soyez conscient. Vous connaissez forcément quelqu'un atteint de schizophrénie, ou alors quelqu'un qui développera de la schizophrénie plus tard. Vous connaissez forcément des gens dépressifs. Vous connaissez forcément des gens atteints d'anxiété. Et la raison pour laquelle vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense et qu'une image sensationnalisée de ces maladies peut être particulièrement dangereuse. Ici, on va se focaliser sur des cas de gens qui ont été traités à des périodes où on ne savait pas encore comment traiter ces maladies, des gens qui n'ont pas pris leur traitement, des gens qui ont tout simplement eu des formes plus aiguës et moins vivables, pour essayer de comprendre comment ces gens ont pu vivre, quel espace mental ils ont développé durant ces périodes. Aucun jugement n'est à émettre à propos de ces gens, et au contraire, l'objectif ici, c'est d'empathir avec ces souffrances que peuvent amener ces conditions mentales. Évidemment, je vous déconseille de regarder si vous êtes une personne plutôt sensible. Putain, j'ai peur de pas être assez sensible à l'art en fait. Pour cette première partie de la vidéo, on va se pencher mal sur des artistes atteints de schizophrénie ou tout autre trouble délirant analogue. Cette maladie, elle est très différente dans sa manifestation patient par patient, même si des choses restent plutôt constantes. Je vais essayer d'en faire une définition avant de commencer, parce que la définition de la schizophrénie aujourd'hui n'est pas tout à fait connue. La schizophrénie, c'est une maladie mentale caractérisée par des épisodes psychotiques continus ou épisodiques. C'est-à-dire que soit tout le temps, soit de temps en temps, une personne peut tomber dans de la psychose, c'est-à-dire qu'elle perd pied avec la réalité et que les choses... Les gars, pour tous ceux qui viennent d'arriver, la vidéo vient de commencer. Voilà, il y a déjà 8 minutes de visualiser, mais c'est juste Feldup qui raconte l'introduction du truc. Il va nous montrer divers tableaux d'art venant de personnes présentant des maladies mentales telles que la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, je crois, si j'ai bien compris. Voilà, je sais pas si ça nous fera archi peur, mais je trouve ça très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que des gens comme As peuvent peindre sur une toile. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu d'exemple encore pour l'instant. Donc vous tombez à pic. Et sinon, oui, je vais bien. Merci beaucoup les refs pour ceux qui demandent dans le chat. J'espère que vous allez bien aussi. Choses se déforment et qu'elles n'arrivent pas à faire la différence entre imagination et réalité. Une personne schizophrène est généralement plutôt recluse sur elle-même et peut souffrir en période de psychose, d'hallucination, de délire, soit des dysfonctionnements illogiques de la pensée, de la paranoïa intense et de la pensée désorganisée. C'est généralement un truc qui se manifeste chez un individu quand il est entre 16 et 30 ans et c'est très souvent génétique. Il est possible, quand on est schizophrène, de retrouver plus tard dans la vie un fonctionnement quasi normal du cerveau. Et je mets normal entre gros guillemets. Mais en général, quand on souffre de la schizophrénie, on en souffre toute sa vie, bien que la majorité du temps, les choses s'améliorent à force de diagnostics et de médications répétées. La schizophrénie, c'est une maladie mentale particulière. Elle impacte énormément et souvent de manière visible le quotidien, particulièrement quand les phases de psychose commencent. Qu'elles sont aussi une toute petite idée reçue. Non, les personnes schizophrènes n'ont pas plusieurs personnalités. Ils peuvent en effet entendre des voix, c'est d'ailleurs un symptôme qui revient assez régulièrement, mais ce sont des voix qui généralement sont reconnues comme extérieures et ils ne parlent pas au nom de ces voix. Bref, de nombreux artistes schizophrènes ont créé en étant atteints par cette maladie de manière visible. Et c'est particulièrement dans les cas extrêmes que je vais plonger, soit des gens explorant cette part de leur psyché sur la toile, soit des gens dans des phases extrêmes de psychose, peignant ou dessinant, avec le trait influencé par la maladie. August Natterer, aussi appelé Netter, est un artiste allemand né en 1868. Il a commencé sa vie en tant qu'électricien et la gagnait franchement extrêmement bien jusqu'à ce qu'il commence à avoir de très grandes attaques d'anxiété et des bouffées délirantes qui l'amèneront en 1907 à son internement en hôpital psychiatrique. Il restera par volonté toute sa vie dans des hôpitaux. Le 1er avril 1907, il lui arriva une hallucination qui va influencer toute son occupation de peintre et le restant de ses jours. Voilà concrètement ce qu'il a vu. Il a d'abord commencé à avoir une tache blanche dans les nuages qui était proche.
À ce moment-là, tous les nuages autour de cette tache blanche se sont arrêtés, puis la tache blanche se déplaça et resta pendant l'intégralité du temps comme une sorte de planche dans le ciel. Cette planche ensuite est devenue une sorte d'écran ou même une scène de théâtre selon ses mots. À l'époque, les écrans n'existaient pas. Et à ce moment, des images flashèrent à la suite, à peu près 10 000 en une demi-heure selon ses dires. Il explique que Dieu lui est apparu et il le décrit comme une sorcière qui a créé le monde. Je n'invente rien. Il a vu des images de guerre, des continents, des mémoriaux, des châteaux, des images qui, à ses yeux, faisaient 20 mètres de hauteur. Images qui étaient claires, mais presque sans couleur, comme les photos de l'époque. Selon ses dires, il s'agissait d'épiphanie du jugement dernier, et il explique que Jésus ne pouvait pas accomplir la salvation, car il a été crucifié trop tôt. Donc Dieu lui a révélé ces images pour accomplir cette salvation. Évidemment, tout ça n'est qu'hallucination, mais pendant toute sa vie, il aura été persuadé que Dieu lui avait bel et bien fait flasher des tonnes d'images pour lui expliquer quelque chose. Et le restant de son occupation de peintre sera une série de dessins reproduisant les hallucinations qu'il a vécues pour essayer de les présenter au monde. Un exemple très connu, c'est ce visage. Les refs, si ça vous arrive, vous êtes atteint de folie, vous êtes dehors, vous regardez le ciel, vous voyez des images de 20 mètres de haut qui défilent comme as, et vous savez que c'est pas normal, vous savez que votre cerveau il est en train de péter un câble, mais que c'est vraiment ce que vous vivez là et que c'est pas un rêve. Qu'est-ce que vous faites? Genre, qu'est-ce que vous faites vraiment? Moi, je rentre chez moi, mais je sais pas quoi faire de moi-même. Genre, je sais que c'est moi le fou. Donc, je dois faire quoi contre, contre moi-même? Je m'en remets à Dieu. Je change de chaîne. Lunettes de soleil. J'avoue que si tu mets tes mains devant tes yeux, tu vois plus rien, je crois. Un petit snap et je perce. Mais frérot, tu vas prendre un snap, ce sera un ciel avec un arbre dans la cour de ton bâtiment. C'est tout ce qu'il y aura dessus. Je récite du Coran, je vais à la mosquée. Trouver de l'aide. Ouais, mais trouver de l'aide, frérot, ça va te prendre par ton bras gauche, par ton bras droit, ça va te traîner à l'hôpital Sainte-Anne. Visage d'une sorcière dessiné dans un champ entouré de villes aux perspectives complètement incohérentes. Le dessin est objectif, plutôt simple, mais avec une sorte de petit sentiment de malaise à l'intérieur. Les perspectives distordues Celui qui a dit je snap, il est complètement atteint. Avec les bâtiments qui popent dans un sens qui n'a pas vraiment de sens, c'est un truc qui revient très souvent dans les dessins de personnes atteintes de schizophrénie. En général, les choses sont vues en un même plan. La profondeur n'existe que très peu, comme si toutes les choses et tous les stimulus étaient de la même valeur. Et ça revient énormément dans le travail des personnes schizophrènes, et on va essayer de le pointer à chaque fois qu'on le croise. Vous verrez, c'est une chose qui est presque constante. On remarque aussi une prévalence des yeux, souvent qui guide le dessin, particulièrement celui-ci, assez troublant, appelé « Mes yeux lors des apparitions ». La majorité des images qu'il réalisera seront des reproductions précises et simples de ce qu'il a pu voir, avec un trait plat et objectif. Mais ça, c'est la typose. Et puis, il a vu la typose en 1760, là? Probablement lié au fait qu'il ait été un électricien. Ces reproductions nous permettent de comprendre un peu mieux ce qu'il voyait, des créatures et combinaisons étranges, des patterns réguliers et de l'imagerie religieuse cryptique. Le travail de August Natterer a été pour une des premières fois décrit dans le livre Expression de la folie de Hans Prinz Horn, sorti en 1922. Dedans, Netter est placé dans une liste de ce que Prinz Horn appelait les 10 maîtres schizophrènes, liste dans laquelle on trouve aussi un certain Johann Knüpfer. Attends, les 10 mètres Zarma, c'est la génération des miracles des schizophrènes. Il est fou. Il a réuni les plus gros cracks dans la schizophrénie. Il en a fait un livre. Johann Knüpfer était également un peintre allemand qui, lui, est né en 1866. Il a pendant toute sa vie eu des délires et des manies particulières. Mais c'est surtout après la mort de sa mère à ses 40 ans et l'échec de son mariage dans lequel il était particulièrement abusif qu'il va commencer à vraiment consommer de l'alcool et à péter des câbles, ce qui va l'amener à atterrir en hôpital psychiatrique où son état va sévèrement se dégrader. Johann Knüpfer était persuadé qu'il était un grand martyr chrétien. Il souffrait énormément de ses visions et de ses hallucinations. Il a même dit au psychiatre que personne dans l'histoire n'avait autant souffert que lui. Il était profondément dérangé et enfermé dans des délires paranoïaques. Les dessins de ça, petite parenthèse, mais ça me fait hyper peur parce que encore t'es schizophrène dans ton coin, je veux dire ok, mais ceux qui sont schizophrènes et qui pensent qu'ils sont en mission envoyés par Dieu, qui sont martyrs chrétiens, martyrs musulmans ou je ne sais quoi, ils peuvent faire de la dinguerie à d'autres gens et ça me glace le sang.
Johann Pardon, j'ai sont avalé un extrêmement denses. Ils se centrent tous sur des formes circulaires et des textes renforçant ces délires religieux semblant tourbillonner autour des figures menaçantes qui occupent l'espace. Ces textes n'ont aucun sens, sont chaotiques et sont décrits par Hans Prinzhorn, le gars qui a fait le livre Expression de la folie, comme du word salad, de la salade de mots. Un truc qui va revenir énormément dans le travail des schizophrènes. Des textes qui n'ont aucun sens, qui occupent toute l'image pour remplir l'espace. Mais d'ailleurs, ce besoin de remplir l'espace aussi revient tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'aurore vacui. L'aurore vacui, ou peur du vide en latin, est un style artistique dans lequel aucune partie d'une image ne doit être exempte de détails. Chaque espace doit être rempli d'une chose importante. On peut interpréter de plusieurs manières ce besoin de combler l'espace chez les personnes atteintes de schizophrénie. Ça peut tout simplement être le besoin de combler l'espace, le besoin de sens, que n'importe quoi ne soit pas laissé au hasard, mais également le besoin d'exprimer un certain chaos mental qui est vécu, avec toutes les hallucinations et les visions qui s'imposent au cerveau des gens, toutes les pensées qui semblent apparaître sans qu'il n'en ait le moindre contrôle. Ce manque de contrôle est représenté par cette sorte de surcharge qui s'exprime donc avec l'aurore vacui. Ici, associé à l'absence totale de profondeur, l'absence de perspective, comme on l'avait vu plus tôt, l'aurore vacui donne une importance similaire à chaque élément d'une scène. Les stimulus, les pensées, les visions, la réalité, tout a la même valeur et tout se confond dans une masse chaotique où peu semble ressortir. Tout est confus et perdu dans une surcharge mentale que ces artistes peuvent ressentir. Comme je l'ai dit, ça revient très souvent chez les personnes atteintes de schizophrénie, faisant de l'art, s'exprimant sur leur maladie. Adolphe Wölfli le faisait et plein d'autres continueront à le faire dans la suite de la vidéo. Et plus on avance, plus on va tomber sur des gens qui vont essayer de rajouter du détail au point de l'obsessionnel, mais ça on en parlera un peu plus tard. On voit aussi dans son travail le besoin de trouver dans le chaotique des patterns, des visages se dessinent parfois dans les symboles aléatoires et les cercles qui sont extrêmement prédominants. Des figures et des yeux se dessinent souvent à l'intérieur du chaos. C'est un thème qui reviendra souvent avec ces artistes. Maintenant, parlons d'une autre artiste du nom de Karen Blair. Et étonnamment, j'ai eu énormément de mal à rechercher le sujet de cette artiste. Quand on cherche peinture faite par un schizophrène sur Google, on tombe constamment sur cette image. Un tableau du nom de Electricity Makes You Float, tout simplement l'électricité vous fait flotter, attribué à une peintre du nom de Karen Blair. Pendant hyper longtemps, j'ai pensé que c'était un fake. Tout simplement car les seules sources que je trouvais, c'était des tops sur internet, avec chaque fois le même nom, sans la moindre justification. J'ai réussi néanmoins grâce à un obscur article de trouver un blog datant de 2010 appartenant à une personne s'appelant également Karen qui se disait être schizophrène et qui faisait de l'art, et sur ce site j'ai pu trouver une archive vers un site encore plus vieux sur lequel on trouvait le travail d'une certaine Karen May Sorensen avec énormément de tableaux à son effectif, dont un certain Electricity Makes You Float. Ce n'était pas un fake. Elle possède des dizaines et des dizaines de blogs, on dirait presque une blague, datant de ce qui m'est disponible jusqu'à au moins 2005. Celle-ci a de manière extensive décrit son état mental, son art, ses théories et sa médication sur tous ses blogs. Karen Blair s'appelle en réalité Karen May Sorensen, elle habite dans l'état de Vermont aux États-Unis et est atteinte d'un trouble schizo-affectif depuis l'âge de 19 ans. Elle a réalisé énormément de tableaux lors de sa carrière et possède aujourd'hui environ une 50aine d'années si j'ai bien compris. Elle essaye d'exorciser la douleur que sa condition mentale lui inflige à travers ses tableaux. Me balader sur les nombreux blogs de Karen a été assez particulier. Ça donne l'impression de s'immerger dans le quotidien d'une personne atteinte d'un trouble schizo-affectif. Ça renforce la réalité qu'une personne n'est pas. Attendez, parce que schizo-affectif, c'est quoi exactement? Schizo-affectif. Le trouble schizo-affectif se caractérise par la présence de symptômes liés à l'humeur tels qu'une dépression. La dépression consiste en un sentiment de tristesse et ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités, en apprendre davantage ou une manie. Ok. Putain, je viens de lire, c'est moi ça. Pas sa maladie. Car si on peut remarquer une manière d'écrire très confuse parfois, elle reste très normale et sa manière très ouverte de parler de tous ces sujets est vraiment agréable et te fait vraiment comprendre qu'il y a une personne derrière une personne malade. Pour ceux qui ne le savent pas, un trouble schizo-affectif, si j'ai bien compris, c'est une sorte de trouble associant des parties de bipolarité avec des parties de la schizophrénie. Karen Sorensen a un style graphique souvent inspiré par l'aurore vacui, comme on avait pu voir précédemment, et la perspective est encore une fois très aplatie. On ressent néanmoins une
sorte de confusion générale dans ces tableaux qui peut parfois être charmante, mais aussi être cauchemardesque, comme dans ce tableau sobrement intitulé L'Enfer, qui, plus on s'attarde sur les détails, comporte des sortes de bizarreries de droite à gauche, comme par exemple cette femme enceinte dont on voit un démon dans les entrailles. Le style est assez enfantin de manière assez volontaire, et la saturation qu'amènent les couleurs pastel donne vraiment un sentiment de surcharge de stimulus dans tous les sens. Et on peut aussi revenir ainsi sur ce fameux « Electricity makes you float ». On y voit une image d'une femme, probablement Karen elle-même, avec ses organes ressortant comme si elle était transparente. L'idée d'être influencée, d'être changée par des ondes dont l'électricité, c'est un truc qui va revenir énormément. Mais on en parlera un peu plus tard quand on parlera du concept de machine d'influence. Au-delà donc de l'électricité et des influences par ondes, le fait de se représenter comme transparent, le fait qu'on puisse voir les organes directement à l'intérieur, qu'on puisse voir l'intérieur d'une personne, est aussi un truc qui ressort beaucoup chez les paranoïaques. C'est un sentiment général que les gens peuvent lire en soi et surtout les penser. Mais ça, on en reparlera pareil un peu plus tard quand on parlera des hallucinations type de la schizophrénie. L'art de Karen May Sorensen est troublant, mais parfois sacrément charmant. L'utilisation des crayons pastels donne cette texture bizarre et en général est ultra saturée, comme j'ai pu le dire précédemment. À ce jour, je n'ai pas retrouvé d'activité de la part de Karen depuis 2017, mais il est très probable qu'elle s'exprime encore sur un blog. On ne l'a juste pas encore trouvé. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre cas qui, lui, par contre, est un peu plus connu que les trois précédents. L'histoire de Richard Dad est aussi intéressante que son travail. Il est né en Angleterre le 1er août 1817 et dès son plus jeune âge, son talent pour le dessin est évident. Il est accepté à l'âge de 20 ans à la Royal Academy of Arts de Londres et il commence sa carrière de peintre automatiquement en 1840. En juillet 1842, un certain Sir Thomas Phillips, le maire de la ville de Newport au Pays de Galles, l'invite à venir avec lui dans une expédition dont la destination finale, après plusieurs stops dans différents pays, était l'Égypte. Richard Dad acceptera et franchement, l'expédition se passera plutôt bien, malgré juste un passage un peu compliqué en Syrie. Une fois sur le Nil, direction l'Égypte, par contre, quelque chose change. C'est en décembre 1842, alors qu'il naviguait, que son comportement a changé d'un coup sans la moindre raison. Il a commencé à délirer. Il se dit être sous l'influence du dieu égyptien Osiris. Il commence à devenir violent envers les autres membres de l'équipage. En 1843, à son retour, il est diagnostiqué fou et rejoindra sa famille dans un village rural, plutôt que d'aller en hôpital psychiatrique. C'était une grave erreur, parce qu'il va encore plus péter un câble une fois arrivé là-bas. Les délires ne vont pas s'arrêter, la maladie n'a pas été traitée. En août de cette année, il commence à avoir un délire particulièrement fort, où il se met à être certain que son père est le diable. Il va alors le poignarder, le tuant sur le coup. Il va ensuite partir pour éviter la police qui découvrira le corps seulement le lendemain. À ce moment-là, Richard Dad ne veut qu'une seule chose, se rendre à Paris. Il part directement et va au sud de l'Angleterre, prend un bateau direction Calais et une fois arrivé, il se met vers la route de Paris. Mais sur la route de Paris, il finira par tenter une nouvelle fois d'assassiner, cette fois-ci un voyageur, en essayant de lui trancher la gorge avec une lame de rasoir. Il sera arrêté sur le champ avant de réussir son acte et se retrouvera enfermé dans l'asile Clermont de Fontainebleau quand une fouille de sa personne révélera une liste qu'il avait écrite lui-même sur laquelle il y avait toutes les personnes qu'il devait tuer en urgence. Au sommet de la liste, il y avait son père. En 1844, il est renvoyé en Angleterre et passera sa vie à l'asile de Bethlehem pour les criminels lunatiques et après 1864 à l'asile de Broadmoor jusqu'à sa mort. Richard Dad était très probablement atteint de schizophrénie paranoïde particulièrement violente et non traitée. Néanmoins, le fait que la psychiatrie n'était pas encore assez développée à l'époque fait que le diagnostic n'est que spéculatif en fonction de ce qu'on a compris des récits de l'époque. Il n'a jamais arrêté de peindre. Il peignait encore et encore, faisant des peintures de plus en plus infectées par un besoin maniaque d'avoir le maximum de détails et un maximum de chaos. Mais surtout, un truc qui va revenir de plus en plus, c'est l'imagerie folklorique, l'imagerie des légendes, des fées, des créatures de tout type. Par exemple, voici un croquis qui est tiré d'une ballade du nom de Crazy Jane, autour d'une femme devenant folle après qu'un homme l'abandonne, qui s'appelle Croquis pour une idée de Crazy Jane. Il y a une assez grande importance sur l'expression des visages, sur le mouvement à l'intérieur de ces peintures, mais très franchement, pour l'instant, ça reste plutôt normal, à l'exception des images folkloriques et des fées qui parsèment tous ces dessins, qui pour l'époque étaient un peu particulières. Les postures et les visages sont toujours là également pour transmettre un maximum d'émotions. Voici par exemple sa dépiction de l'agonie. Cet homme enchaîné, en train de visiblement souffrir, a été décrit par Richard Dad comme une représentation de ce qu'il vivait, son sentiment d'être, selon ses dires,
séparé du jeu de la nature, banni du livre de la vie. Mais pour beaucoup, et ce sera également le cas pour nous, la meilleure manière de voir en quoi sa maladie a influé sur son art, ça reste un tableau qui est considéré pour beaucoup comme son chef-d'œuvre, The Fairyfeller's Masterstroke. The Fairyfeller's... J'avoue que ce tableau, il me met dans un inconfort de ouf. Pourquoi le petit Hajj, il a un gros crâne comme ça? Masterstroke, ou en français le coup de maître du magicien bûcheron, a mis 9 ans à être peint. Et Richard Dad ne l'a jamais considéré comme terminé. Il passait des jours et des jours à fignoler les détails, essayer d'une manière clairement obsessionnelle de rendre sa peinture plus vraie que nature. Mais ce tableau ne sera jamais terminé, comme on peut le voir en haut à gauche, avec cette sorte d'arrière-plan bleu qui lui ne comporte pas de détails, mais qui était pourtant censé. D'abord, je trouve intéressant de noter que la perspective est à nouveau complètement aplatie d'une manière assez évidente. Pourtant, le travail de Dad n'a jamais été aplati en termes de perspective auparavant. Donc il semblerait que ce soit un choix délibéré, permettant mieux de représenter une surcharge de stimulus et un chaos mental. Car aux yeux de beaucoup, ce tableau était un exutoire pour Richard Dad, un moyen de représenter ce qu'il vivait. Ce que je kiffe avec l'art, c'est que on peut tous avoir des interprétations hyper différentes. Là, dites-moi dans le chat ce que vous voyez à travers ce tableau-là. Là, pour moi, j'ai l'impression passer dans cette sorte de halo de lumière là sous cette roche. C'est genre, t'entres dans le nouveau monde. Zarma, ça y est, ton âme, il y a une transition entre avant et après. Dessin, Debzez, Chouch. Bon, je sais même pas pourquoi j'ai voulu essayer de parler avec vous. Ce tableau était un exutoire pour Richard Dad, un moyen de représenter ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait à cette période de sa vie. D'abord, rien dans ce tableau n'est laissé au hasard. Richard Dad a écrit un poème du nom de Elimination of a Picture and its Subject called The Fairyfeller's Masterstroke, un long poème où il décrit chacun des personnages sur le tableau, leur donnant des noms et décrivant chaque recoin. Le centre de la peinture, c'est ce personnage, représentant très probablement le peintre lui-même, au visage complètement terrorisé, autour d'un chaos qu'il ne sait comment échapper. Il est le peintre lui-même, il est minuscule et impuissant. Si on observe attentivement, plus on voit de détails, plus un malaise général se forme. Les visages sont déformés et se fondent dans la masse de détails. Des yeux se cachent ici, donnant l'impression d'être observés. Ce visage minuscule caché dans l'arrière-plan, même arrière-plan qui se fond avec le reste. Les visages cauchemardesques, cet homme qui a l'air d'agresser cette femme. Bref, vous finissez par comprendre, il y a une surcharge qui au bout d'un moment met mal, une sorte de déformation générale de la réalité, j'ai envie de le regarder qui, pareil, finit par perturber. Richard Dad finira par mourir après plus de 40 ans passés dans les hôpitaux à souffrir en tentant d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de son enfer mental. Maintenant, passons à un autre sujet. On va ramener plusieurs sujets qu'on avait présentés précédemment et on va... Je pensais ne pas être intéressé par la vidéo. Mais là, ça fait déjà 25 minutes et ce premier cas là, j'ai l'impression c'est le premier vrai cas de la vidéo de Failed Up là d'aujourd'hui. Sa mère, c'est grave intéressant, ça m'intrigue trop, il y a tellement de détails. Chose qui revient énormément dans le travail des personnes atteintes de schizophrénie. Si les schizophrènes paranoïdes ne peignent pas toujours leurs hallucinations et leurs délires, lorsqu'ils le font, on peut remarquer plusieurs consistances entre chaque artiste. C'est un fait, aussi bien les bipolaires en bouffées délirantes que les schizophrènes ont des choses qui reviennent très souvent dans leur vision, leur hallucination ou leur manière d'interpréter la réalité en face d'eux. Par exemple, une personne atteinte de schizophrénie peut avoir l'impression que la télévision, la radio ou les vidéos qu'ils voient sur un écran parlent à eux et à eux seuls. Ils peuvent également avoir l'impression de pouvoir lire dans les pensées des gens ou que tout le monde peut lire dans leurs pensées. Et en l'occurrence, très souvent, les malades ont l'impression que des gens insèrent des pensées dans leur cerveau et qu'ils sont la victime d'un grand complot de manipulation à leur égard. Ça peut amener à une énorme hostilité au domaine médical, mais ça peut aussi amener à des délires complotistes incohérents reposant sur des prémices fondamentalement faux. Un d'entre eux, qui revient souvent, est ce que Victor Tausk a appelé les influencing machines ou machines d'influence. Vous voyez ce dont Failed Up vient de parler, ça me rappelle un film, pas mal l'ont vu déjà, c'est Requiem for a Dream. Voilà, regardez-le, il est incroyable. Et je sais pas si ça traite de la schizophrénie. Bon, ça vous spoil un peu, là il y a quelques images, ça vous spoil un peu. Mais ce qu'il a dit à propos de la télé, c'est pile dans le thème du film. Et j'ai l'impression vraiment... je peux pas vous parler de scénario, mais la télé parle à la mère du gars
Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, on est pile dans le thème de The Influencing Machine, peut-être même qu'ils vont en parler après dans la vidéo, je sais pas. Certaines personnes atteintes de schizophrénie ou de tout type de troubles délirants vont s'imaginer que la source de leur malheur est un groupe d'individus humains et cachés opérant sur eux à distance à l'aide d'une grande contraption complexe avec des technologies encore inconnues de l'être humain. Dans d'autres cas, le patient peut aussi avoir l'impression qu'une machine est située à l'intérieur de lui-même à travers des systèmes de puces. Et ce qui est fou, c'est que le premier cas de schizophrénie paranoïde qui a été documenté est aussi à l'origine de la première influencing machine. Laissez-moi vous parler de James Tilly Matthews et de son étrange R-Loom. James Tilly Matthews est né en 1770 et il a vécu la majorité de sa vie à Londres. Néanmoins, en 1790, sa peur d'une gigantesque guerre entre l'Angleterre et la France, qui était plutôt cohérente pour l'époque, on est quand même dans la période de la Révolution, l'amène à aller en France pour essayer de collaborer avec le gouvernement français pour qu'il n'y ait pas de guerre. Il finira par obtenir la confiance du gouvernement français pendant une courte période, mais finira emprisonné en 1793 à l'apogée de la terreur pour une durée de 3 ans à cause de suspicions selon lesquelles il serait un agent double. Ce séjour en prison sera particulièrement traumatisant parce que pendant l'intégralité, il aura des délires paranoïaques autour de la guillotine. Il sera constamment, pendant 3 ans, gangréné par des sentiments qu'il va être exécuté à mort. En 1796, néanmoins, il est relâché par les autorités françaises car ils l'ont tout simplement jugé comme lunatique et fou. Il rentre à Londres en 1797 et son comportement devient particulièrement bizarre. Il commence à dire qu'il fait partie d'un complot gouvernemental de grande ampleur et qu'il est le centre de nombreuses attaques personnelles à son égard, dont la nature va être décrite un peu plus tard. Sa situation dégénère complètement lorsqu'il se retrouve à crier en boucle trahison devant les parlementaires dans la House of Commons de Londres, chose qui amènera son arrestation puis son admission à l'hôpital de Bethlehem, le même d'ailleurs où est allé Richard Dad. À partir de là, il va y rester longtemps, jusqu'à ce qu'en 1810, un certain John Haslam se penche sur son cas. Il va analyser son comportement, lui demander d'illustrer ses croyances et de décrire ce qu'il ressent, et ressortira tout ça à un livre qui aujourd'hui est une sorte de pilier de la psychiatrie moderne, qui s'appelle Illustrations of Madness. À l'intérieur de ce livre, toutes les psychoses et les délires de James Tilly Matthews sont décrites. À l'intérieur, il y aura également de nombreux extraits du journal de James Tilly Matthews, dans lequel il explique en détail le complot qui se passerait autour de lui, et notamment une certaine machine, nommée la machine pneumatique, ou comme elle est appelée en anglais, la Heirloom. L'Heirloom serait une machine dirigée par le Heirloom Gang, un gang de criminels cherchant à persécuter précisément James Tilly Matthews pour des raisons obscures. Voici son fonctionnement. La Heirloom serait cette grande contraption, prenant une superficie de 9 mètres carrés et s'élevant jusqu'à 7 mètres. Sur les côtés de l'Heirloom, on trouve des tonneaux qui alimentent la machine avec des gaz toxiques, décrits par James Tilly Matthews comme aussi bien des gaz d'anus de chevaux, des liquides séminaux, des effluves de chiens et de la laine putride humaine. La machine utiliserait de la chimie avancée avec des gaz et le magnétisme pour créer des sortes de courants d'air magnétiques pour influencer les victimes de différentes manières à l'aide de miroirs et tuyaux. Ce système n'a strictement aucun sens. Néanmoins, il est décrit de manière minutieuse pendant des pages et des pages et des pages de journal intime. L'Heirloom pouvait faire 3 choses en particulier selon James Tilly Matthews. D'abord, le kiting, soit le fait de forcer une idée dans la tête d'une victime. Elle pouvait également faire le thought making, c'est-à-dire complètement recréer les pensées d'une personne et les idées à l'intérieur. Et enfin, la chose la plus perturbante qu'elle pourrait faire, c'est ce que James Tilly Matthews appelait le lobster cracking, soit le fait de compresser l'atmosphère magnétique autour de la victime pour lui détruire les organes de l'intérieur. Les influences... On dirait que l'auteur de ce truc-là, il a réuni toutes ses pires angoisses, toutes ses pires phobies, il a tout foutu dans une machine. Il s'est dit voilà, on me traque avec. S'il a une phobie des scarabées, je vous jure qu'il y aurait une fonction jeter des scarabées sur la personne dans la machine. Machine et l'Heirloom sont particulièrement tristes à mes yeux parce qu'ils représentent une sorte d'apogée du déni du soin et du déni de la psychiatrie. Les gens atteints de psychose savent que ce n'est pas normal ce qui leur arrive, mais et ils n'y peuvent rien. Au lieu de choisir une explication simple, c'est-à-dire la maladie, ils vont préférer choisir la chose la moins probable, tout simplement parce que pour eux, ces choses sont réalité. Donc ils vont préférer créer tout un système, d'écrire des sortes de gigantesques complots autour d'eux qui, même s'ils ne sont pas logiques, sont plus rassurants pour eux que tout simplement le fait d'affirmer intérieurement qu'on est malade. L'Heirloom est devenu légendaire. C'est le fruit de la pensée de la première personne étudiée au monde reconnue comme schizophrène paranoïde. C'est aussi la première influencing machine documentée.
En 2002, Rod Dickinson, un artiste anglais, réalise une sculpture taille réelle, se fiant de très près aux écrits de James Tilly Matthews. La reconstruction est extrêmement fidèle et extrême. Le tout met à grandeur nature les délires paranoïaques d'un individu. Il y en a un dans le chat, il a écrit « J'ai peur de devenir fou ou malade mental et de ne jamais le savoir ». Bah, mon rêve, tu relèves un très bon point et je pense que en 2022, on est à peu près tous ou moins fous à notre échelle dans nos têtes. Je pense qu'on a tous un grain aujourd'hui. Même des gens qui paraissent tout à fait normaux, tu les confrontes face à certaines situations, ils te font des trucs de psychopathe, frère. Non, pas moi. Les rêves, je vous jure, on a tous un grain. On peut pas maintenir une certaine sainteté d'esprit, je pense, avec tous les écrans qu'il y a devant nos gueules à longueur de journée, que ce soit téléphone, iPad, ordinateur, télé. Je pense l'être humain, il est pas fait pour prendre cette direction-là. Et c'est, selon certaines personnes qui ont pu la voir, assez perturbant à voir en vrai. Ce que je trouve passionnant avec ces machines d'influence, c'est qu'elles sont décrites de manière chirurgicale. Des tonnes de détails dans des plans se voulant scientifiques ou faussement scientifiques, comme le cas d'ailleurs de Jacob Moore. Je pense pas. Le cas de Jacob Moore, c'était un des grands exemples du livre The Influencing Machine de Victor Tausk, livre qui, comme j'avais pu le dire précédemment, a permis de définir ce concept d'influencing machine. Jacob Moore, c'était un fermier et colporteur qui souffrait pareil de schizophrénie paranoïde. Il était pareil, persuadé d'être à distance influé par une machine envoyant des rayons électriques et magnétiques pour influencer son comportement et le transformer en un esclave hypnotique, comme il le disait lui-même. Oh, c'est un immense bordel ces dessins. Cette fois-ci, le dessin est beaucoup moins clair, il est beaucoup plus brut et c'est définitivement pas un dessin qui est réalisé de manière artistique et précise. C'est une personne qui ne trouve qu'une seule manière d'expliquer ce qu'il vit. Ouais. Les dessins en question montrent ces personnages tirant des ondes de par une boîte ressemblant à une vieille caméra. Le tout est parasité par l'aurore vacui, ce besoin de toujours combler le moindre vide et surtout des écrits. Des écrits dans tous les sens, sans le moindre sens, sans jamais la moindre signification, du word salad. Cette salade de mots finit inconsciemment par représenter les connexions illogiques et parasitées d'un individu en plein délire. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un cas qui... Ce cas-là me rappelle aussi quelque chose. C'est dans Better Call Saul. C'est le frère de Saul Goodman. Pour ceux qui ont regardé cette série, je pensais que c'était une sorte de suite à Breaking Bad ou de préquel. Mais pas du tout, ça a complètement rien à voir, c'est vraiment la vie de Saul et c'est un truc archi, même triste limite, mais son frère, voilà, Brother. Son frère, il s'enferme tout le temps chez lui dans des couvertures de survie comme ça, parce qu'il ressent toutes les ondes autour de lui et le simple fait d'aller chercher le journal à sa boîte aux lettres, il est en PLS, parce qu'il sent les ondes radio de la voiture, il sent les ondes du téléphone de la dame qui est en train de marcher sur le trottoir, etc. C'est exactement ça, mais le gars ressentait ça avant même qu'il y ait des appareils électriques, genre qui envoient des ondes, la Wi-Fi, les appels, etc. C'est fou quand même. Zarma, c'est un précurseur d'une maladie. Un des plus célèbres de cette vidéo, mais qui est particulier. Pas de spoil. Ouais, pardon. Vous expliquer. Tu nous en avais parlé, ouais, exact. Mais du coup, c'est exactement ça pour moi. Le cas de l'artiste Louis Wayne est parsemé de désinformation. Louis Wayne est né en 1860 à Londres. Il commence à travailler en tant que prof dans la même école d'art dans laquelle il a étudié avant de devenir un artiste en freelance à l'âge de 21 ans. Il va avoir pas mal de succès en créant des petites scènes plutôt pittoresques de maisons de campagne avec des petits animaux. Un truc très simple, réaliste, sans vraiment trop de personnalité, mais qui lui donnera pas mal de taf. À 23 ans néanmoins, il se marie contre l'opinion générale avec la tuteure de sa sœur qui avait 10 ans de plus que lui, chose qui était extrêmement mal vue à l'époque. Néanmoins, cette relation se passe pas très bien, parce qu'au bout de quelques temps, celle-ci est diagnostiquée d'un cancer du sein dont elle mourra 3 ans après. Au cours de sa maladie, elle dira à Louis Wayne que la présence d'un chat autour d'elle la confortait. À partir de cette simple phrase, il se met à faire des dessins de chats, et à ce moment-là, c'est un carton monumental. Les gens vont adorer ces petits chats réalisés dans des positions et des situations drôles et peu communes, parfois un peu humanisées. Oui, ça fait penser au furry. Le tout est enfermé dans un sentiment puissant de joie qui parsème toute sa carrière. Non, ça fait pas penser au furry. Frère. Presque toute. On se rend compte très tôt que parfois, certaines illustrations de Louis Wayne dépeignent des scènes un peu moins joyeuses, avec un certain ton agressif, introspectif ou étrange. On peut attribuer ça au fait qu'il était ultra prolifique. Il faisait plus de 600 dessins par an et il a illustré plus de 200 livres, ce qui est monumental. Il était extrêmement populaire, il gagnait vraiment bien sa vie. Des batailles de boules de neige. Jusqu'à 1914,
où la guerre éclate. L'éclatement de la Première Guerre mondiale, ça va amener une crise globale du papier, mêlée à un manque d'engouement général pour des petits chats mignons dans des périodes un peu plus graves. Ce qui va le rendre pauvre et malheureux dès 1920. Il sombre dans la dépression, son comportement devient erratique, il commence à avoir des sautes d'humeur violentes d'un coup sans la moindre raison, il commence à avoir des discours un peu incohérents, et ce comportement destructeur l'amène à être admis au Springfield Mental Hospital en 1924. Et là, je vais commencer à prendre des pincettes vénères. Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à savoir quelle maladie mentale Louis Wayne avait à l'époque. On sait qu'il était dans une période bizarre et très sombre, mais on n'est pas sûr de savoir s'il était schizophrène, en dépression sévère, C'est là où les fous et on dans ne les sait pas si Simpsons. tout ça était mêlé, oui ou non, avec une Ah ouais présence sur le spectre de l'autisme. On ne sait pas. Une grosse partie de gens semblent pencher sur le fait qu'il serait schizophrène, mais aujourd'hui, l'hypothèse est quand même un peu discutée. Mais alors pourquoi il y a autant de suspicions ? Eh bien, pour passé quoi, une seule ce raison. truc-là Une série de tableaux restés pendant longtemps non datés. Des tableaux assez perturbants, qui ont été apparemment organisés par un psychiatre à l'époque et dont l'ordre est au centre de tonnes de controverses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous été réalisés à son hôpital psychiatrique. En fait, Louis Wayne a énormément peint et il a dessiné des tonnes de chats comme il le faisait d'habitude quand il était dans son hôpital psychiatrique. Mais au cours du temps, les chats ont commencé à avoir des visages moins joyeux et plus anxieux. Les formes autour d'eux ont commencé à être ornées de formes kaléidoscopiques et psychédéliques jusqu'à ce que le chat se fonde légèrement à l'intérieur de ces formes pour enfin les devenir des formes agencées parfaitement et calmement dont la seule chose rappelant les chats serait les yeux, toujours au centre de l'image. Et enfin, plus les tableaux continuent, moins le chat est visible, jusqu'à disparaître entièrement à l'intérieur d'accumulations de géométrie précises, obsessionnelles et fractales. Ouah, c'est grave. J'ai envie de dire stylé. Alors c'est vrai que présenté comme ça, c'est grave c'est chaud. stylé. Le psychiatre avait ordonné d'ailleurs les tableaux dans cet ordre pour en faire une sorte de démonstration de ce qu'il appelait la destruction mentale. L'idée serait de montrer qu'au fur et à mesure que la maladie progressait, les formes devenaient de plus en plus abstraites, montrant que Louis Wayne perdait complètement pied avec la réalité. Mais en réalité, les tableaux, on ne sait pas s'ils sont en ordre, et surtout, Louis Wayne a continué à faire des tableaux parfaitement normaux pendant cette période, à côté de ceux-ci. Mais les autres tableaux de cette période expriment quand même de la souffrance claire. Les chats sont moins joueurs, le tout est plus claustrophobe, anxieux, parfois aussi cynique. Ce tableau y ressort pour moi. On y voit le word salad dont j'ai parlé plus tôt et une expression étrange et flippante. Ou alors ce tableau qui selon moi décrit extrêmement bien une grosse forme de dépression avec un message soit pour se convaincre lui-même ou juste extrêmement ironique comparé à ce qu'il vivait durant cette période. Que ce soit de la schizophrénie, une forme de spectre de l'autisme ou juste une dépression extrême ou un mélange de tout ça ou juste une bouffée délirante isolée, on ne saura jamais vraiment ce que Louis Wayne a traversé. Néanmoins, il laisse un héritage monstrueux, considéré comme un précurseur de psychédélisme, mais aussi le narratif de son psychiatre qui a ordonné les tableaux va influencer un gars qui va faire une expérience dangereuse et impressionnante. Laissez-moi vous parler d'un des cas les plus perturbants de cette vidéo, le terrifiant périple de Brian Charnley. Alors là, on va passer beaucoup de temps à parler de Brian Charnley. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va plonger vraiment dans des sujets très sombres. Le cas de Brian Charnley est un des plus dérangeants de cette vidéo. Et elle va vraiment mettre en place ce que la schizophrénie non traitée peut faire à un cerveau d'une personne en proie déjà à de nombreux démons. Plaçons la scène. Brian John Charnley est né le 20 septembre 1949. C'était un peintre anglais qui, à l'âge de 18 ans, montrait déjà des signes d'instabilité psychiatrique sévère après une dépression nerveuse particulièrement intense. Il étudiera à l'école de Leicester, puis enfin à la Central School of Art and Design de Londres. Bien que bon élève, une autre dépression nerveuse sévère lui fera abandonner sa formation. Événement qui amènera par la suite à un diagnostic sans appel. Brian Charnley est schizophrène. Pendant 6 ans, il va être traité aux électrochocs, passant sa vie soit chez sa mère ou en hospitalisation. C'est une période très sombre pour Brian Charnley. En 1978, il se penche sur le mouvement à l'époque peu populaire aux yeux des critiques du photoréalisme et se met à peindre diverses fleurs dans des tableaux qui auront peu de succès. En 1982, il sort du photoréalisme et se met à plonger un peu plus dans des trucs abstraits, une sorte de voyage introspectif où il va se plonger également dans sa maladie et ce qu'il voyait de sa maladie. Il réalise des tableaux dans lesquels des visages sont remplacés par des patchworks de visages et de symboles représentant l'enfer psychologique dans lequel il se sent enfermé.
L'esthétique est chaotique et chaque image semble masquer la perception du visage, couvert de ces scènes découpées, comme le filtre de la maladie occultant ou altérant la vraie. En fait, vous voyez ce qui se passe dans ma tête là, c'est que j'ai peur de trouver ça beau alors que je devrais pas. Parce que ça résulte quand même d'une personne très malade mentalement. J'ai l'impression, c'est comme si je bandais, enfin bander c'est un terme grossier pour dire j'étais en admiration devant un meurtrier parce qu'il est BG. J'ai l'impression que c'est la même chose, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de trouver ce tableau beau. Parce que sa mère, ça décrit toute une tristesse au plus profond de l'âme de quelqu'un et des appels à l'aide et je sais pas. Je sais pas si c'est égoïste de trouver ça beau. Perception. Après des années à ne rencontrer qu'un très modeste... Non, parce que le phénomène de trouver un meurtrier beau et de carrément fantasmer sur lui, de vouloir qu'il sorte de prison et tout, il existe vraiment. Il y a des meurtriers, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une maladie je crois carrément. Je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, on va certainement me le dire dans le chat. Stockholm, non, c'est pas ça. Je sais pas si ça n'a pas de rapport, mais ça m'a fait penser à ça en tout cas. Succès, et c'est une manière sympa de le dire, alors que la médication lourde commence à lui peser énormément et que son état semble s'aggraver. J'ai fait un parallèle un peu maladroit pour montrer que je ressens. Il prend une décision en 1991, une décision extrêmement dangereuse. Il se décide de réaliser une série d'autoportraits au fur et à mesure qu'il réduit sa médication, jusqu'à tout bonnement l'arrêter. Une journaliste du nom de Marjorie Wallace l'encouragea à tenir un journal intime tout au long de la peinture de ses portraits. Nous avons donc aujourd'hui à notre disposition un peu plus d'une dizaine de tableaux considérés comme des autoportraits, presque chacun associé à un court texte du journal intime de Brian Charnley, semblant décrire l'état mental dans lequel il était durant la période où il dessinait ça. Laissez-moi vous faire plonger à l'intérieur de l'univers terrifiant de Brian Charnley durant les années les plus difficiles de sa vie. Ce que je voulais dire avant qu'on entame cette série de portraits, c'est que nous, on est là, oh putain, le tableau il est magnifique, il peint grave bien, etc. Et peut-être que le peintre qui lui est schizophrène, schizo-affectif, dépressif, etc., il se dit putain, ce con, je lance plein d'SOS dans mes toiles, plein d'appels à l'aide. Je me suis même dessiné, comme le portrait qu'il y avait tout à l'heure, le petit vieux avec le gros crâne, je me suis même dessiné au centre de l'œuvre, terrifié, avec des trucs autour de moi qui se distordent. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que ça là pour moi. Et ce con, il trouve juste mon tableau beau. Genre lui, il pense à sa perception personnelle, à lui. Genre son bien-être, ah ouais, je le trouve beau, c'est grave stylé. Sans voir forcément le message de fond que j'essaie de faire passer. Et voilà, c'est ce que je ressentais en gros. Le premier portrait est le plus normal de tous. On voit Brian Charnley avec une expression vaguement confuse dans un tableau très objectif et simple. Le deuxième tableau est d'ores et déjà particulièrement étrange. Le visage est cette fois-ci, bien que toujours reconnaissable, visiblement terrifié. Il écrit dans son journal « Très paranoïaque. La personne à l'étage lisait dans mes pensées et me parlait en retour pour me garder dans une sorte de crucifixion de mon ego. Je ressentais ça comme si je déchargeais de fortes vibrations faciles à interpréter. J'ai essayé d'exprimer ça dans ma peinture. L'énorme oreille de lapin est là car j'ai été extrêmement confus et sensible aux voix humaines, comme un animal sauvage. J'avais également l'impression d'être lu par les perceptions extrasensorielles. J'avais réduit à une tablette de dépixels et je commence à sentir les effets du manque. » À partir du troisième tableau, on va comprendre l'impact vénère qu'aura la diminution de sa médication. Et ça va être crescendo à partir de ce moment-là. C'est d'ailleurs un bon moment pour vous rappeler que chacun de ces tableaux, même si on n'y voit pas de visage, est toujours et encore décrit par Brian Charnley comme des portraits. Ça me paraît important de le dire. Il écrit dans son journal. J'avais originellement eu l'idée d'une série d'autoportraits de la série de portraits de chats de Louis Wain qui changeait étrangement alors qu'il semblait de plus en plus psychotique. Elle semblait montrer un ego se désintégrant. Je m'attendais à quelque chose de similaire, une dépendance aux géométries hallucinatoires, mais je me suis rendu compte que j'étais incapable de me concentrer, donc la peinture ressemble à la grossièreté des mauvais graffitis. Il ajoute plus tard « Je suis arrivé à la conclusion que la plupart des gens autour de moi avaient accès à une capacité de perception sensorielle supplémentaire qui leur donnait accès à mon esprit. En ce sens, j'étais un homme aveugle, d'où les croix sur les yeux. Ils me faisaient aussi savoir verbalement ce qu'ils avaient pris de mes pensées.
En ce sens, j'étais comme un homme muet, d'où la croix sur ma bouche. On peut observer que plus on descend de haut en bas du tableau, plus les graffitis et les illustrations sont simples. Comme s'il se rendait compte que la maladie l'empêchait de bien fonctionner et qu'au fur et à mesure, il l'abandonnait dans les détails, à cause peut-être du bruit que ça créait en fait mentalement. Le 4e tableau a été décrit par Brian Charnley comme une représentation d'une désintégration mentale totale. Les demi-cercles tout autour du visage sont censés représenter des cornes. Les cornes de ces hallucinations qui se manifestent en sourire. Si parfois vous avez l'impression que mes descriptions, quand je parle de ce que disait Brian Charnley, n'ont pas vraiment de sens, c'est normal, la manière qu'il avait de décrire les choses était vraiment très décousue. Et on ne sait pas si c'était sa manière de s'exprimer en écrivant, ou juste un signe de sa santé mentale qui se dégradait. Je tenais juste à porter une attention aux taches au centre du cerveau, qui sont floutées pour une raison simple. Elles ont été faites avec le sang du peintre qui s'est coupé le pouce et a saigné sur sa toile. Le 5e portrait ressemble à ça. Toutes les parties du visage sont lointaines et détachées les unes des autres, montrant un sentiment général que la personnalité et la personne en général est complètement brisée et éparpillée en 1000 morceaux. Il explique dans son journal que des voix qu'il entendait lui disaient de ne pas fumer alors qu'il était un fumeur très régulier et plutôt dépendant, ce qui le rendait de plus en plus paranoïaque et qui crée une sorte de cercle vicieux, l'amenant à une sorte de gigantesque état de détresse. Il dit une chose qui annonce l'enfer à venir. Les choses deviennent vraiment incontrôlables. Le 6e tableau contient encore plus de symboles dans tous les sens, avec de moins en moins de cohérence. Par exemple, il décrit ça comme un homme avec un chapeau l'observant et gardant tout sous son chapeau. Ou alors ce truc comme un homme à 2 têtes, représentant ses conflits de pensée. C'est encore un moment pour vous rappeler que les tableaux de Brian Charnley sont censés être des portraits, donc représenter son propre visage et sa propre personne. Chaque symbole qu'il utilise a du sens, et chacun de ces symboles, ou du moins presque, est décrit dans son journal. Dieu sait ce qui se passait dans sa conscience à ce moment-là pour les symboles qu'il n'explique pas. Et le fait que chacune de ces illustrations est un autoportrait est rappelé par le 7e tableau. Mais malgré un retour de la forme, l'état s'empire. Brian Charnley n'arrive plus à s'exprimer de manière cohérente dans son journal. Il tombe dans des biais étranges et son art commence à incorporer des images beaucoup plus extrêmes, avec cette fois-ci les clous enfoncés dans ses yeux et dans sa bouche. Communiquer et percevoir devient douloureux pour lui. Le 8e tableau est décrit ainsi. L'ego qui se divise comme une cellule cancéreuse quand elle se fait attaquer. Un désordre gore. Le reste du journal montre que la cohérence de l'artiste commence à s'éteindre. Il explique par exemple que la jambe de soldat romain exprime sa peur de la mafia, qui, je cite, « maintient sa tyrannie en attachant une grande importance à la sainteté d'une femme. Je pense aussi que Rome a crucifié Jésus. » Ouais, ça a pas vraiment de sens. Il passe le reste de son entrée de journal à parler de Romains et d'Italie, n'expliquant rien d'autre de son dessin. Le 9e tableau est plutôt connu, il fait partie des plus étranges et des plus dérangeants, et même des plus violents. Mon esprit semblait diffuser des pensées très sévèrement, et c'était au-delà de ma volonté de faire quoi que ce soit contre ça. J'ai résumé ça en peignant mon cerveau comme une énorme bouche agissant indépendamment de moi. Il se sent incapable de communiquer socialement, ce qui fait de lui, selon ses dires, une cible. Justifiant le clou dans la cible située sur sa bouche, sa santé se dégrade, et il exprime ça avec encore plus d'imagerie gore et extrême. Il est en train de s'effacer, la maladie prend du terrain au fur et à mesure que sa médication se réduit. L'image de la bouche à la place du cerveau se poursuit dans le tableau suivant. Les cernes sont beaucoup plus marquées et on voit des sortes d'ondes provenant de fenêtres, donc de l'extérieur, semblant interférer avec lui. Il explique dans le journal que son état s'aggrave encore, que ses pensées ne sont plus contrôlables et qu'il est en train de se reclure de tout contact social, notamment car il est persuadé que les gens à la radio et la télévision se moquent de lui et rient de lui. Sa descente aux enfers devient de plus en plus évidente et ça va pas s'arrêter, car les peintures vont devenir de plus en plus erratiques, extrêmes et brouillonnes dans leur dépiction, comme ce cœur brisé aux pattes d'araignée. Image qui revient dans le tableau suivant, toujours plus abstrait, avec l'image de la cigarette qui revient également. Le 13e tableau est un des plus troublants. Voici ce qu'il écrit dans son journal. Les œufs ont été vidés comme une tête arrachée de son contenu. Il n'y a plus rien à l'intérieur, plus de secret. Ils sont partis satisfaire l'appétit de quelqu'un qui exerce son pouvoir sur moi. Ils ont apprécié chaque bouchée savoureuse. Pourquoi 2 œufs ? Car c'était pareil hier. Bref, je me sens suicidaire, donc j'ai peint les corbeaux de Van Gogh de son dernier tableau, d'un champ de blé. Avec tout ça en plus, ces images de ces oiseaux comme des signes avant-coureurs d'une envie suicidaire, ses bouches et ses cornes représentent les hallucinations qui le... En vrai, le pauvre, parce que il a arrêté son traitement
son traitement contre sa schizophrénie, je crois, et sa mère, je crois que c'est encore pire que l'avant-traitement où la maladie était à un certain stade. Mais quand tu prends un traitement et que tu l'arrêtes, genre la maladie, elle est, j'ai l'impression, x8 dans ton crâne. Là, il doit vivre un enfer. Mais je sais pas s'il s'inflige ça juste pour créer cette série de tableaux et réécrire l'histoire avec son nom dedans, ou s'il a arrêté le traitement parce qu'il en avait marre, ça je sais pas. Le dévore. Ce tableau est sinistre. Le 14e tableau est une sorte de persistance dans sa bizarrerie. Il semble montrer que sa santé mentale semble définitivement s'être estompée. Il sent que quelque chose ou quelqu'un veut s'introduire dans son esprit et ses descriptions journalistiques sont presque absentes. Au sein de sa tête, on voit un gigantesque cerveau consumé par 2 bouches et des bougies ou cigarettes qui lentement le détruisent. Le 15e tableau, lui, est extrêmement important. Pourquoi est-il important ? Pour une raison qui deviendra plus claire après. D'abord, il le décrit ainsi. Une image extrêmement compliquée, car je sens que j'arrive enfin à l'image essentielle de ma schizophrénie. Il note d'abord que ce proto-visage est transparent. On l'avait déjà vu avant, mais le fait de se sentir transparent et de voir les organes en transparence avec le corps, c'est le sentiment que les gens peuvent voir à l'intérieur de soi-même. Et que nous, en soi, on est aveugle parce qu'on ne peut pas voir à travers les autres. C'est une forme de paranoïa forte. Ensuite, on peut voir ce petit personnage avec une main aux commandes du reste. Il est en détresse, complètement perdu, et il est affolé face à cette machine ne marchant pas, qu'il n'arrive absolument pas à contrôler. Cette bête rouge représente sa colère qui est muselée et qui reste donc incapable d'être manifestée. Les cils des yeux sont relevés et amènent à des bouches représentant les hallucinations, mangeant lentement les seuls liens aux yeux. Littéralement, la perception est en train de se faire bouffer par les hallucinations. Pourquoi est-ce que ce tableau est important ? Parce que c'est le dernier que Brian Charnley a décrit dans son journal. Mais c'est pas le dernier qu'il a réalisé dans sa série d'autoportraits. Il en reste 2. 2 des tableaux les plus terrifiants que je connaisse, quand on connaît le contexte derrière. Le premier est confus. On peut voir écrit absolument partout « ennemi », comme si tout était une menace contre lui. Le mot « espoir » est écrit dans une couleur qui se fond avec le reste, comme si l'espoir disparaissait. Au centre, on voit une phrase de Bob Dylan disant « Les cartes que je tiens ne sont pas bonnes sauf si elles viennent d'un autre monde ». On voit ses médicaments être marqués d'une croix, son ego et son esprit est complètement brisé. Le 19 juillet 1991, Brian Charnley fera son tableau le plus terrifiant. Le dernier de la série d'autoportraits. Et j'insiste encore une fois sur autoportrait. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ? On ne saura jamais si ce tableau était une représentation que Brian Charnley considérait juste de sa maladie et complète. On ne sait pas si c'est une explication claire de l'état qu'il avait sur le moment. On ne le saura jamais car ce tableau a été retrouvé sur son chevalet, avec à ses côtés le cadavre de Brian Charnley qui avait ôté sa vie à cause du conflit extrême qui se jouait au sein de sa tête. Il est en ce sens le dernier monceau de sa santé mentale, qui venait à l'instant de partir. Putain, je serais incapable de décrire ce dernier tableau. Sans la moindre transition, nous allons nous pencher à présent sur les peintures, dessins et photographies artistiques réalisées par des serial killers. Si certains attendaient probablement cette partie depuis le début, l'art de certaines des personnes les plus psychologiquement dérangées que la Terre n'ait jamais connues, vous allez peut-être être déçus. L'art des serial killers et en général des sociopathes et psychopathes a tendance, je trouve, et c'est également le cas du youtubeur Shrouded End qui a inspiré la vidéo, à être plutôt inintéressant. On va essayer de voir pourquoi à l'aide de quelques exemples. Je tiens juste à préciser, évidemment, que nous allons traiter de sujets vraiment très dark, très sombres et très violents. Vous êtes prévenus. Commençons d'abord par parler d'un gars du nom de Dennis Rader, aussi connu sous le nom de BTK. Dennis Rader est né le 9 mars 1945 et dès son enfance, il y avait des signes clairs qu'il était dérangé. Issu d'une famille qui ne lui accordait que trop peu d'attention à son goût, celui-ci, très tôt dans sa vie, était déjà sadique sexuel et aussi zoosadique. C'est-à-dire que ça le faisait marrer de tuer, torturer et parfois abuser sexuellement des animaux. Notamment de nombreuses occurrences de lui en train de pendre des animaux ont été reportées par des gens qui le connaissaient à l'époque. Il avait également énormément de fétichisme sexuel vénère, notamment le voyeurisme, soit le fait de rentrer dans l'intimité des gens en les observant sans leur consentement et sans leur conscience en fait. Bref, le personnage de Dennis Rader dès son enfance est déjà répugnant. Mais les choses vont commencer à dérailler en 1974. Janvier
1974, 4 personnes sont retrouvées mortes dans la ville de Wichita au Kansas. Puis ensuite, 3 femmes, entre 1974 et 1977, seront pareilles retrouvées mortes. Puis ainsi de suite, il y aura 10 victimes jusqu'à 1991, tout cela perpétré par un individu qui à l'époque n'a pas été identifié. Évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est Dennis Rader, mais pendant extrêmement longtemps, c'était un mystère de la police et une espèce de grande frustration générale due au fait qu'on n'arrivait pas à savoir qui était le perpétrateur de ces crimes. Et Dennis Rader, ça, il l'adorait. Il envoyait des lettres à la police, aux stations de télévision, pour se moquer d'eux et leur proposer des surnoms. D'ailleurs, parmi la quantité de surnoms qu'il va proposer à la police et aux médias, celui qui va rester, c'est BTK. Bind, Torture, Kill. Attacher, torturer, tuer. Son modus operandi. Les meurtres de Dennis Rader étaient particulièrement atroces. Ils étaient d'une violence rare, incluant torture et... vous avez compris quoi. Et en général, l'individu était une ordure complète, absolument détestable avec tout le monde, et avec une sorte d'obsession pour le pouvoir et les rapports de force où il était dominant. Alors que l'enquête pour retrouver BTK commençait à patauger et qu'elle commençait à être mise dans les dossiers de la police oubliés, en 2004, la police reçoit une lettre. À l'intérieur de cette lettre, il y avait des énigmes à résoudre, des textes décrivant sa vie de manière vague et un peu romancée. Mais il y avait également une disquette. Disquette qui contenait des infos qui ont permis à la police de trouver sa position. Et ils ont donc réussi à l'arrêter en février 2005, plus de 30 ans après son premier crime. Le procès de BTK a été complètement lunaire. D'abord, il a commencé par tout avouer dans une confession archi longue dispo sur YouTube où il est complètement chill à expliquer chacun de ses meurtres dans les détails les plus sordides avec un calme absolu en mode c'est complètement normal, le tout devant les familles des victimes. Il s'en branle complètement de ses familles et il fera, après les déclarations de celles-ci, pleines de haine pour le personnage de Dennis Rader qui a complètement réduit à néant les trajectoires de ses familles, il fera un dernier monologue de 30 minutes qui a été comparé par CNN à un discours que tu fais quand tu reçois une récompense académique, genre un Oscar. Il a essayé de se comparer à ses victimes, il a dit des trucs aberrants du type « il respirait, je respire ». On est un peu pareil en vrai. Et à la fin, il se met à remercier des gens, notamment la police, en leur disant « bravo, vous avez bien fait, c'est stylé les gars ». Et les excuses qu'il arrivera à donner au bout de 26 minutes de discours durent 8 secondes. And finally, I final apologize to the victims' families. There's no way that I can ever repay them. Il s'en branle, ce fils. Also, Il s'en branle de ouf. Sa confession était extrêmement narcissique et il sera évalué par la suite par un psychiatre comme profondément psychopathe, antisocial et autocentré. Mais du coup, c'est affreux comme histoire, on est tout à fait d'accord. Mais concrètement, ici on est là pour parler de dessin, de peinture. Vous voyez pourquoi je dis que c'est inintéressant de se pencher sur l'art de ces gens? Ces dessins sont des représentations de ces crimes et de ces victimes lors de ces crimes. C'est fait pour le choc et pour qu'il se repasse ces crimes dans sa tête. Comment on sait ça? Car il a aussi fait de la photo artistique. Dans ses photos, il se déguise avec des vêtements féminins et met des perruques dans l'objectif de reproduire ses victimes pour du plaisir sexuel. Il a également fait des sculptures avec des poupées Barbie. Et je mets juste un trigger warning parce que c'est abominable comme concept. Si vous voulez pas l'entendre, allez à ce timecode. Il a envoyé cette poupée pendue à un tuyau à la police pour représenter un de ses meurtres de son premier crime. Joséphine, représentée par cette poupée, avait 11 ans. Voilà, je vais pas donner plus de détails, vous imaginez déjà suffisamment l'horreur absolue de ce que représente ce truc. L'art de BTK est inintéressant et ne sert qu'à ses fétichismes. Il n'y a pas vraiment d'intention artistique, c'est de l'art psychopathe narcissique. Ses photos, ses sculptures, ses dessins, elles servent uniquement au plaisir sexuel de Dennis, rien d'autre. C'est pas artistique ni rien, c'est juste utilitaire. Essayons donc un autre cas de sociopathe et de psychopathe pour voir si c'est plus intéressant. Intéressons-nous donc à John Wayne Gacy Jr. John Wayne Gacy est né en 1942. La MIF, pour ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous en tant qu'humains sur Terre pour pouvoir les mettre les plus à mal? Parce que je pense qu'une peine de mort, c'est trop facile pour eux. Ils vont s'en tirer comme ça, ils auront plus aucun stress, plus de boule au ventre. Ils vont rien ressortir. Alors que certains meurtriers de ce type, très autocentrés comme a dit Feldup, si tu les fous en prison
et qu'on ne parle plus jamais d'eux. Je crois que j'avais lu un article sur des tueurs en série russes ou serbes, je ne sais plus, je crois que c'est dans une vidéo de Feld Up en plus, mais avec le visage complètement flouté, sans qu'on dise leur prénom, parce que, ah oui, ils avaient fait une tuerie en masse, une tuerie de masse, et ils voulaient être comme les tueurs de Columbine là, dans le lycée américain, et ils s'identifiaient à eux, enfin eux comme étant des héros pour eux. Et ils ont été totalement floutés, rendus anonymes, pas de nom, prénom, et ça leur a enlevé toute la gloire, entre guillemets, de leurs actes, et ça les a rendus fous de rage, je crois. Il me semble, hein, je sais plus où j'ai vu ça exactement, mais je sais pas s'il faut enfermer ces gens à vie et les faire tomber dans l'oubli sans jamais qu'il y ait d'articles autour d'eux. Parce que je pense que ça les fait bander qu'il y a un psychologue dans leur cellule, et que ce psy essaie de dépeindre leur portrait en disant « Ah ouais, vous êtes plutôt comme ci, comme ça », et qu'il y ait des articles et tout, je pense que ça les fait bander. Ils se prennent vraiment au sérieux après, ils se voient comme des héros. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quelle serait la meilleure solution pour ces psychopathes-là. Le tueur devrait s'excuser à chaque famille des victimes pour qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'il a commis. Mais il y a des tueurs, comme ce qu'on a pu voir là il y a quelques minutes, qui sont capables de dire pardon, mais qui s'en battent complètement les couilles, qui vont passer totalement à autre chose. Tu as exactement raison, Billy, ils aiment l'intention. C'est l'impression que j'ai, hein. C'est l'impression que j'ai. Ils veulent grave de la reconnaissance, exister dans l'histoire de l'humanité, avoir un chapitre à leur nom. Il y a eu la tuerie à telle année qui a marqué les États-Unis, l'Amérique à tout jamais. Ils veulent qu'il y ait un visage sur ça, qui est leur visage, leur nom, prénom. Il est fils d'une famille faut les mettre compliquée, dans l'oubli total, ces gens-là. avec un père alcoolique qu'il a battu durant toute sa vie, le considérant comme un moins que rien et n'arrêtant pas de le moquer sur le fait qu'il serait potentiellement gay, allant jusqu'à le battre jusqu'au sang pour avoir été trop proche d'un garçon à une époque. Quand il est tout jeune, il se fait également agresser sexuellement par un ami de la famille et ne dira rien de peur de la réaction de son père. Tous ces événements affreux ont détruit sa perception des choses, le transformant au cours des années en un monstre horrible rongé par des démons violents. Si là je peux vous avoir donné un portrait qui peut être un peu empathique vis-à-vis de son enfance, je n'ai absolument aucune empathie pour ce personnage. Je le déteste. John Wayne Gacy est un des pires serial killers que j'ai jamais traité. Il agressera, tuera et torturera 33 jeunes hommes et enfants au cours de sa vie, se déguisant pour ses meurtres en clown, du nom de Pogo le clown. L'histoire de Gacy est affreuse et franchement, j'ai pas eu envie de lire tous ses crimes, toute sa vie, toute la vie des victimes, parce que j'ai commencé à être triste en lisant ça. En 1994, il est exécuté après des dizaines d'années de crimes. Et entre le refus de son dernier appel et le jour de son exécution, il a peint des tableaux dont je vais parler. Mais avant ça, quelques informations. John Wayne Gacy Jr. a été diagnostiqué psychopathe clinique par les psys chargés de son cas. Il n'a exprimé aucune compassion pour les victimes de ses meurtres, allant même jusqu'à sourire pendant les confessions, et ses derniers mots furent « embrasse mon cul ». Comme je vous le dis, j'ai plus d'empathie pour ce gars. On peut essayer autant qu'on veut d'essayer d'expliquer d'où vient le mal, d'où vient le démon, mais on s'en branle. C'est quoi le nom du truc sur Netflix que j'aille voir Il y a une mini-série sur Netflix, ouais, mais c'est quoi le nom? Mindhunter, ok. Le gars a fait des choses affreuses. Et sa page Wikipédia, c'est un peu un musée des horreurs. Les peintures de John Wayne Gacy Jr. sont des dépictions de son alter ego de clown. Pareil, le style est impersonnel et fait pour choquer et rappeler son passé. Il a aussi beaucoup dessiné les nains de Blanche-Neige et les 7 nains, notamment pour représenter une équipe de baseball. On peut voir dans cette peinture un manque évident de perspective et on va y revenir plus tard sur ce détail. Si vous voulez une petite anecdote, quelqu'un a essayé de faire signer ce dessin que je vous ai présenté à l'équipe de baseball en question, sans prévenir qui l'avait fait. Tout ça pour augmenter la valeur du dessin et le transformer en une sorte de pièce que l'on pouvait acheter pour les curieux et fans de serial killer. On va garder ça en tête. Bon, du coup, comme vous avez compris, c'est pas toujours très intéressant, donc à partir de ce moment, je vais aller un peu plus vite dans la description des cas et tout simplement essayer d'expliquer une sorte de conclusion sur l'art des sociopathes et psychopathes. Parce que l'art des psychopathes tueurs en série est, comme j'ai pu le dire, parasité par l'utilitaire, je vois pas l'intérêt de faire une longue biographie de personnes détestables pour ensuite dire juste c'est nul. L'art, c'est une sorte de proposition que tu fais aux gens. Tu proposes du concept, tu proposes du design, tu proposes de l'esthétique. Les psychopathes n'ont pas d'empathie. Ils n'ont rien à proposer, ils sont autocentrés, leur objectif c'est eux-mêmes. L'objectif pour eux, c'est juste de se faire plaisir, pour nourrir leurs fantasmes à eux, soit par des images ultra gore ou comme très souvent, des dépictions d'images qu'ils ont pu voir dans leurs crimes, comme ce dessin affreux de... La cellule du frère de Scofield dans Prison Break était l'ancienne vraie cellule de ce taré de Gacy.
détective Hunter Jesperson, dont le crime n'a pas besoin d'être expliqué. Mais ça peut souvent aussi être juste, et c'est la plupart du temps le cas, pour faire un peu de thunes. Parce qu'un criminel, ça doit souvent payer de grosses amendes, et ça doit payer également sa caution, plein de trucs différents. Et du coup, tu te retrouves avec ce genre de dessins décalqués d'affiches de films d'horreur ou autres dessins faits en prison. C'est aussi souvent très plat, figurativement et littéralement. La perspective est souvent très absente, tout a la même valeur, et pas d'une manière chaotique ni intéressante. Juste un manque de technique et ce sentiment général que les personnes ont autant de valeur que l'arrière-plan et les choses pour eux. S'il y a une chose qui peut être mise en valeur dans les dessins, en général, c'est eux. Continuons la vidéo avec de l'art peut-être un peu plus intéressant. J'ai envie de me pencher sur des cas isolés. Pas des grands artistes, pas des personnes connues pour leur travail artistique malgré la maladie. Je vais vous parler de personnes comme vous et moi qui ont peint, dessiné dans le cadre d'art-thérapie, dans des hôpitaux psychiatriques. Donc on va essayer de plonger un peu sur ce que c'est que l'art-thérapie. Et pour faire ça, on va devoir parler de la collection Adamson. Adamson, c'est un très célèbre artiste qui est à l'origine de l'art-thérapie, le fait d'essayer de guérir des problèmes psychiatriques à l'aide de l'expression par l'art, le tout guidé par des thérapeutes. La collection Adamson, c'est une sélection privée, parfois sélectionnée pour des expositions comportant en tout plus de 5000 illustrations et sculptures différentes faites par des patients d'hôpitaux psychiatriques. Je ne vais pas pouvoir essayer de vous décrire particulièrement chacun des tableaux parce que souvent on ne sait pas trop ce qu'il se passait dans la tête des gens qui l'ont réalisé et la plupart ne sont attribués à personne. Ce sont juste des petites particules isolées d'art réalisées par des personnes atteintes de maladies mentales, enfermées en hôpitaux psychiatriques. En effet, souvent pas de contexte, juste des illustrations isolées dans lesquelles on ne peut voir ce qu'on veut. Comme cette illustration à la perspective aplatie, où on peut y voir des champs pointillés, un berger, des chèvres et un camp avec une tente, ou alors celle-ci profondément déprimante, avec des formes qui ne sont vivantes que par la présence d'un visage à peine perceptible. Plein d'autres illustrations isolées existent, mais on trouve parfois des artistes dont le nom est devenu connu. Parlons par exemple de Mary Bishop, une personne dont la maladie mentale est inconnue, mais dont tout on peut savoir est qu'elle a réalisé une crise importante en 1946 qui l'a amenée en hôpital psychiatrique. Là-bas, elle y fera énormément de peintures qui, elles, sont devenues par contre assez connues. Son tableau le plus connu, c'est celui-ci. Il s'appelle Cri du cœur. Il s'agit d'un visage terrifié en train de crier, parsemé de petits traits verts, probablement de la sueur ou juste quelque chose dont l'origine n'est connue que par l'artiste. De nombreux autres tableaux et dessins vont présenter des personnages déformés par leurs émotions, notamment ce dessin simple mais efficace d'une femme tordue censée représenter Mary Bishop elle-même. Le titre est d'ailleurs un jeu de mots, I'm all screwed up, qui peut signifier je suis complètement tordu, aussi bien dans le sens littéral que dans le sens figuré. D'autres tableaux peuvent aussi bien représenter la dissociation ou l'instabilité émotionnelle, et je trouve ça intéressant de comparer la manière dont elle dessine les personnes qui souffrent et les personnes qui lui font du mal à ses yeux, c'est-à-dire les médecins. Les personnes souffrant... C'est drôle parce que vu qu'elle dessine dans un autre style que ceux qu'on a pu voir précédemment, là, bon, elle dessine hyper mal, on va se le dire, disons-nous les termes, j'ai l'impression que ça m'intéresse moins. Je sais pas, alors que peut-être qu'elle a encore plus de choses à transmettre à travers ses toiles, mais vu que je lui trouve pas de talent artistique, ça me donne envie de zapper le truc. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si c'est correct de ma part de penser ça. Parce qu'au final, le but d'un tableau, d'une œuvre, c'est quoi? C'est transmettre des émotions, que ce soit bien dessiné ou non. C'est du moment que le message véhicule. Donc là, c'est très clair, le message, il passe bien. On voit quelqu'un en détresse, qui se cache un peu les yeux, qui est apeuré. Mais vu que c'est mal dessiné, ça me donne envie de zapper. Des émotions qui affectent tout leur corps. C'est bâtard. Ce sont des personnes dont les contours sont toujours adoucis, ouais, malgré le fait que les émotions déforment leur visage. Les médecins, eux, sont complètement anguleux, voire carrés parfois, et leurs traitements sont interprétés comme des poisons ou des châtiments. La majorité de la collection Adamson et en général de l'art-thérapie est remarquable par une sorte d'étrangeté visible, mais rien de terrifiant en soi. Parfois c'est très neutre même. Mais parfois il y a des tableaux terrifiants de par leur dépiction de la souffrance ou juste des tableaux perturbants. On a toujours ce sentiment d'étrange, surtout quand on a l'impression qu'ils décrivent ce qu'ils voient réellement. Mais, et ça me permet d'ailleurs de renforcer un sentiment que j'ai déjà évoqué dans l'introduction, la majorité de l'art outsider, l'art brut, l'art singulier ou tous ces types d'art réalisés par des personnes très singulières, détachées vraiment soit de la société, soit du monde de l'art en général, est parfaitement normal, avec juste des excentricités dues au fait qu'il n'y ait pas vraiment d'éducation académique. Passons tout de suite à un autre type de maladie mentale, et cette fois-ci on n'aura qu'un seul exemple. Alzheimer, Parkinson et tout ça ne sont pas vraiment des maladies mentales, mais plutôt des maladies neurodégénératives.
Je me demande s'il y aura un cas, j'y pensais, depuis le début de la vidéo, j'y pense, l'Alzheimer, un cas de tableau où une personne souffrant de l'Alzheimer doit dessiner, doit finir un tableau, mais que je sais pas c'est quoi les pertes fréquentes de mémoire, mais imaginons que ce soit toutes les heures, et que toutes les heures, ils doivent se souvenir de ce qu'il est en train de dessiner et de continuer le tableau, et qui se dégrade de plus en plus, genre, je sais pas. Des maladies qui incapacitent au fur et à mesure que la personne vieillit. On avait déjà parlé de manière étendue d'Alzheimer dans la vidéo sur Everywhere at the End of Time, mais j'aimerais revenir sur une très célèbre série d'autoportraits d'un artiste nommé William Utermohlen, qui a permis à beaucoup de se rendre compte de l'ampleur que prend cette maladie pour ceux qui en sont atteints. Vous connaissez très certainement les illustrations que je vais vous présenter. En effet, celles-ci ont fait le tour du monde et sont très souvent présentées dans des articles. William Utermohlen est né en 1933 et suivra des études d'art appliquées à la PAFA en Pennsylvanie, dont il sera diplômé en 1957. Son style était assez intéressant et apprécié. Il fera plusieurs séries de tableaux rangés par cycle. Son style était original et parfois très abstrait, notamment dans une de ses dernières séries de tableaux intitulée Conversation. Conversation est assez important parce qu'il marque une certaine dégradation dans l'art de William Utermohlen. Non pas forcément dans le style, ni même dans les capacités, mais une dégradation dans l'abstrait et dans le plus confus. En 1994, on lui fait une commission pour un portrait. Il accepte et se met à travailler. Quelque temps après, le client n'obtient plus d'infos sur la progression. Elle attendra 1 an avant de revenir voir Utermohlen. Elle lui demande où est le portrait. Celui-ci n'avait pas bougé depuis 9 mois. Sa femme Patricia Redmond, pensant qu'il était dépressif, l'amène voir un psy. Le psy en question lui diagnostiquera non pas une dépression, mais la maladie d'Alzheimer. Et là, lui et sa femme ont une idée. Ils se décident à partir de ce moment-là, en effet, de faire des autoportraits régulièrement pour archiver l'avancée de la maladie et de son état mental. Juste lui, seul avec son pinceau, sa toile et un miroir. D'abord... Est-ce qu'il peut oublier son propre style? C'est-à-dire que là, il dessine comme ça pour ce portrait-là, mais le style d'après, vu qu'il a une perte de mémoire, est-ce que son talent de dessin est inné, il est en lui, ou est-ce qu'il se dit, devant son tableau, de quelle façon est-ce que je dois dessiner ce truc? Regardez ce tableau. Ça, c'est une bonne question. Il date de bien avant tout ça. Il date de 1967 et il s'agit d'un autoportrait, tout ce qu'il y a de plus classique de Utermohlen lui-même. Il va nous servir de base pour essayer de comprendre quel était le style de Utermohlen avant la dégradation de son état mental et de ses capacités. On peut remarquer un trait précis, expressif et efficace. Maintenant, en voici quelques autres datant d'avant 1995. Les tableaux de 1995 sont assez réussis, bien que parasités par des difformités dues aux fonctions motrices et psychologiques qui se dégradent. On voit également des tentatives abandonnées dans son carnet de croquis. L'expression est toujours triste, sinistre, bloquée dans un certain sentiment de blasé. Dans ce tableau notamment, on dirait que la peau de William tend à l'air de partir dans des couleurs peu naturelles. Entre 1997 et 1999, la maladie va progresser d'autant plus et le trait va en être encore plus impacté. Il n'y a qu'un seul croquis qui peut être considéré comme normal, entre guillemets. C'est celui-ci. Le reste est difficile à voir. Les 3 premiers dans la chronologie sont marqués par une certaine lourdeur, comme la vieillesse qui commence à peser sur le visage de William. Les formes sont de plus en plus grossières et les visages semblent être de plus en plus difficiles à reconnaître pour l'artiste. Et en continuant, plus on approche de 1999, plus c'est violent. Ce tableau qui n'est qu'un visage flottant autour de formes abstraites aux couleurs vives et agressives. Les formes du visage sont déformées, grossies ou réduites. Puis on arrive au point de non-retour. 1999, cet autoportrait. Il n'y a plus de visage, il n'y a qu'une tête avec une vague... Petite tentative de dessiner le drapeau de l'Algérie là quand même. Oreille à côté. Non, j'ai cru que c'était ça, quand mes yeux se sont posés sur Entre 2000 et 2001, William va faire ses derniers dessins avant d'être mis en EHPAD et que la maladie arrive en phase terminale. Ces tableaux sont certains des plus dark que je connaisse. D'abord, voilà le tableau le plus connu. Ce tableau. Le dernier avant l'EHPAD. On ne voit plus de visage, on dirait une tête en pierre fendue. On sent que William ne reconnaît plus la réflexion dans le miroir. Il est étranger à lui-même et la confusion lui donne l'impression de se briser. Le deuxième sera ce croquis, où pareil, il n'y a plus rien, juste de vagues formes et enfin, et à mes yeux le plus cauchemardesque, la destruction complète de la personne. À ce moment, et c'est sa femme qui le dira, on sent ses forces vides. William n'existait plus.
L'homme qui mourra en 2007 à l'hôpital après 6 ans de bataille avec la phase terminale de la maladie, à ses yeux, n'était plus la même personne car il ne pouvait plus prendre de pinceau pour dessiner. Cette série d'autoportraits reste encore aujourd'hui une des meilleures représentations des effets de la maladie d'Alzheimer sur l'intellect, les fonctions motrices et la perception, le cauchemar des maladies neurodégénératives. Maintenant, on va commencer à entrer dans les parties finales de la vidéo. Et on va se pencher sur un type de maladie mentale. J'avoue que le son, il a un peu forcé. Le frérot, ouais. C'est... un peu plus commun que les précédents. TSPT. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Il s'agit d'un trouble anxieux qui provient après des traumatismes majeurs dans la vie et qui peut atteindre n'importe quel individu. Celui-ci s'exprime de plusieurs manières. D'abord, il y a la première chose, l'intrusion, soit le fait de revivre l'événement à travers des pensées intrusives, des souvenirs revenant violemment hanter la personne, ou encore des flashbacks et des cauchemars particulièrement intenses pouvant mener à des terreurs nocturnes. Ensuite, ça peut se représenter aussi par de l'évitement. La personne fait tout pour éviter toutes les choses qui rappellent le traumatisme. Ça peut s'exprimer de plusieurs manières, juste le fait d'éviter des endroits, des odeurs, des sensations au maximum, au point d'avoir parfois des réactions extrêmes à la moindre réminiscence apportée par un facteur extérieur. Ça peut amener à un retrait complet, des états dissociatifs et une sorte d'immense et longue période d'apathie émotionnelle. Et enfin, le troisième gros symptôme commun, c'est l'hyperstimulation, une sorte d'état de vigilance extrême, amenant à un état nerveux, agité, une impossibilité de se concentrer, de la procrastination extrême et un sentiment intense. La musique, c'est trop fort, c'est ça ? De détresse lorsque quiconque lui rappelle d'une manière directe ou indirecte l'événement traumatisant. Le TSPT, ou PTSD en anglais, c'est très régulier. Il faut savoir que plus de 70% des adultes vivront quelque chose dans leur vie qui pourrait être considéré comme traumatisant. Et il semblerait que 1/20 de la population, du moins celle adulte et occidentale, vivront un état de stress post-traumatique dans leur vie, particulièrement chez les femmes. La raison pour laquelle je la mets en dernier dans cette vidéo, c'est parce que énormément d'autres maladies mentales arrivent en comorbidité du stress post-traumatique. C'est celui qui m'a le plus touché, donc parlons de l'art de victime de syndrome post-traumatique. L'image la plus célèbre dans la culture populaire du TSPT, c'est bel et bien le syndrome post-traumatique des personnes ayant vécu la guerre et également les personnes ayant vécu notamment les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a notamment cette image célèbre des vétérans du Vietnam qui ont des flashbacks qui reviennent les hanter pendant des années. Nous allons donc commencer avec quelques exemples de peintures faits par des victimes de certaines des choses les plus horribles que l'humanité ait pu faire à hauteur d'État, en faisant particulièrement un focus sur les camps de concentration, aussi bien ceux de la Seconde Guerre mondiale que les camps de travail actuellement présents en Corée du Nord. Je vais être relativement court parce que c'est des sujets très touchy et aussi parce que voilà, c'est des sujets que pour le coup vous avez probablement déjà croisés dans des bouquins, notamment dans vos livres d'histoire-géographie. Il y a un sentiment de poids dans les dessins de victimes de camps de concentration. Un sentiment que tu regardes une réalité de quelqu'un qui a perdu toute confiance envers le monde. Les ciels sont gris, les visages sont absents. Ce tableau, c'est Death March de Jan Hartman. Il a été réalisé dans l'urgence en 1945. La MIF, est-ce que vous êtes sensible à l'art dans le chat là ? Est-ce que vous ressentez des choses en voyant ce genre de dessin là ? Je vous jure que je peux ne rien penser du dessin, mais je peux pouvoir le fixer pendant genre 30 minutes. En fait, il y a tellement de détails et ça me met tellement dans un sentiment chelou. Oui, grave. Non. Bah pendant longtemps, je pensais que je m'en battais les reins, mais vraiment un tableau, je peux me poser devant et regarder ça pendant 30 minutes facile et ne rien en penser. C'est trop bizarre. C'est même pas comme si j'en faisais une conclusion, c'est que ça fait vivre des choses en moi, Genre, je sais pas, je ressens des choses sans pouvoir réussir à mettre de mots dessus. C'est vraiment très chelou, l'art. C'est un sentiment très bizarre. Quelque temps après être sorti d'un camp dans lequel il a passé 3 ans auparavant. Il explique les avoir faits le plus vite possible, tant que le souvenir était frais. On est dans le moment où l'émotion est la plus authentique qu'on puisse avoir. Plein d'autres tableaux de victimes de l'époque représentent les camps comme cette accumulation de corps livides presque non humains, déformés par la faim et la fatigue, qui se battent pour avoir de la place dans le cadre du tableau. La représentation des camps représente vraiment extrêmement bien la forme grotesque que prend un souvenir traumatique. Chaque moment affreux, chaque moment du quotidien est entremêlé en un seul, un chaos dans le cerveau qui transparaît par la suite sur la toile. Même les tableaux les plus objectifs dans leur style restent enfermés dans ce pessimisme et ce sentiment général de futur noir et décrépit.
Mais plus on s'approche de l'expressionnisme, plus le cauchemar mental est représenté. Les tableaux d'Edith Birkin sont terrifiants, des personnages tous identiques, aux yeux noirs et aux émotions annihilées par la faim, dévorant leur corps qui observe juste le spectateur, semblant les appeler à l'aide. Exemple plus récent, on a les exemples des dessins de Kwon Ryoshin, qui est un réfugié de la Corée du Nord, qui a vécu notamment ses camps de travail. Ces dessins sont pareils, extrêmement violents, et aussi décrivent la réalité de ce qu'il a vécu, avec comme marque artistique le fait que les visages des victimes, des membres du camp, sont tous identiques, comme s'ils étaient tous déformés par la faim d'une manière similaire, tandis que les soldats nord-coréens sont présentés comme ces formes anguleuses, violentes, persécutant pour leur plaisir des gens complètement innocents. Il y a plusieurs choses absolument terrifiantes qu'on peut voir dans ces dessins. Je pense à ce dessin où il demande à quelqu'un en gros de reproduire une forme qu'ils doivent maintenir jusqu'à ce que leur sueur remplisse des pots entiers, et ça pouvait durer jusqu'à des dizaines d'heures. On voit également des dépictions de la famine qui sont particulièrement vénères, des gens qui bouffent des rats qui croisent parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent bouffer tout simplement. On voit également des soldats nord-coréens jouer à torturer une femme enceinte qui doit reproduire, et ce pendant des heures, les aiguilles d'une horloge avec ses bras, la mettant donc dans des positions où elle se sent extrêmement inconfortable, notamment dû au fait qu'elle a un bébé sur elle en fait. Énormément de châtiments corporels violents, énormément de travail forcé, de dépictions de famine et de cadavres en fait. C'est extrêmement vénère. J'enregistre cette partie un peu après avoir tourné la vidéo parce que j'ai tout simplement oublié de la tourner et que pourtant elle me tient à cœur. J'aimerais me pencher sur les cas de torture modernes et des personnes qui ont vécu des prisons et des tortures d'État dans ces prisons, racontant ce qu'ils ont vécu par l'intermédiaire de dessins. J'aimerais parler en l'occurrence d'un cas, celui de Abu Zubaydah, qui a été un prisonnier de la baie de Guantanamo et qui a subi un programme d'interrogatoire avancé, le tout pendant une durée de 4 ans, perpétré par la CIA, qui promet d'ailleurs que ce programme est à présent discontinué, chose que certaines personnes doutent, et de manière légitime. Après avoir été arrêté au Pakistan lors d'une fusillade, Zubaydah a été transmis à Guantanamo, et à l'intérieur, il a été enfermé dans une prison secrète qui a été décrite par certaines personnes ayant vécu ces mêmes prisons comme des donjons, dans lesquels il a vécu de nombreuses tortures, que je vais vous décrire ici, et qu'il a décrit en dessin. D'abord, un truc qui est devenu tristement célèbre, ce sont les boîtes de confinement. On plaçait quelqu'un pendant des heures, parfois même pendant des jours, à l'intérieur de minuscules boîtes dans lesquelles il devait rester, le tout en étant attaché. Les boîtes de confinement larges étaient violentes, mais les pires restent les tristement célèbres petites boîtes de confinement dans lesquelles Zubaydah a été enfermé pendant ce qu'il décrit être des heures indénombrables. Une boîte si petite qu'on ne peut pas étendre son dos, qu'on ne peut pas plier ses jambes, qu'on ne peut pas les déplier, et que l'on est bloqué en réalité dans une position fétale qui, au bout d'un moment, devient extrêmement douloureuse au point d'en venir au cri jusqu'à l'inconscience. Il décrit également des tortures de privation du sommeil où des gens sont attachés dans des positions si inconfortables qu'ils ne peuvent juste pas dormir. Et également une autre des très célèbres méthodes de torture, c'est évidemment le waterboarding où l'on noie artificiellement un détenu en boucle jusqu'à ce qu'il accepte de parler. En l'occurrence, les méthodes interrogatoires, et je tenais à le dire ici, n'ont jamais servi à rien. En réalité, elles permettent surtout d'obtenir absolument n'importe quelle confession vocale d'un détenu. On peut lui faire dire n'importe quoi, lui faire inventer des paroles qu'il n'a jamais vécues, ou même carrément changer sa perception des choses. C'est une technique extrêmement immorale, et pourtant elle est utilisée encore aujourd'hui par énormément de gouvernements. Et au final, pour revenir au dessin, vous l'avez bien compris, ceux-ci sont assez objectifs et la seule chose qui ressort, c'est véritablement cette déformation des corps, une déformation par la douleur et la faim qui est à la fois proche de la réalité mais également amplifiée par le traumatisme. Et en l'occurrence, Zubaydah est aujourd'hui mentalement anéanti. Le temps qu'il a passé dans de nombreuses prisons secrètes de la CIA a causé des dégâts cérébraux violents et irréversibles, ainsi qu'une hypersensibilité au son et en général un état mental complètement brisé que l'on ne pourra plus jamais réparer. Ensuite, vis-à-vis du syndrome post-traumatique, je suis aussi tombé sur un genre d'illustration purement lié à Internet. C'est une esthétique de l'horreur sur Internet qui s'appelle le traumacore. Le traumacore, pareil, je vais pas passer beaucoup de temps parce qu'il y a un long débat sur est-ce que c'est éthique
Désolé les refs, je suis en live depuis 16h. Est-ce J'ai que les yeux c'est qui piquent un peu là. sain et est-ce Il que reste 10 c'est minutes malsain? de vidéo. Le traumacore, c'est des images dérivées de la weirdcore et des liminal space. On avait parlé des liminal space à l'intérieur de la vidéo des backrooms et on avait parlé de la weirdcore brièvement durant le live avec Magla de son émission Frisson. Le weirdcore, c'est cette esthétique un peu étrange, des images de mauvaise qualité, montrant des trucs un peu mêlant nostalgie, confusion totale dans l'objectif soit de faire peur, soit de faire un peu rire. Dans le traumacore, l'objectif n'est ni de faire peur, ni de faire rire, c'est d'évoquer de la nostalgie, de la tristesse extrême et du trauma. Beaucoup de trauma. Les dessins de traumacore peuvent prendre plusieurs formes. Je vais mettre quelques exemples, mais ça me met pas à l'aise d'en mettre beaucoup, parce que c'est généralement fait par des gens qui ont environ 5 ans de moins que moi, généralement des gens sortant du collège, au début du lycée, peut-être des gens qui arrêtent de faire ça vers mon âge à peu près, c'est-à-dire 20 ans. C'est des gens qui parlent de traumas très frais pour eux. En l'occurrence, très souvent ça tourne autour des agressions sexuelles vécues lors de l'enfance, avec des gens se représentant, souvent avec des formes rappelant l'enfance. Souvent ça sera une image simple de Hello Kitty ou une peluche Hello Kitty. Très souvent, ça sera ce symbole qui sera utilisé, avec autour des textes disant des phrases, soit qui tournent dans leur tête, soit qu'ils ont entendu, rappelant de manière très explicite ce qu'ils ont vécu. Le tout est placé à l'intérieur de liminal space pour donner ce côté un peu distant, comme si on était dans des endroits connus, mais pourtant disparus de la mémoire, comme des endroits dégradés par la mémoire. Le traumacore, c'est particulièrement dérangeant, ça représente, avec le côté très enfantin, les rapports enfantins et les textes absolument abominables, un sentiment très particulier. Si vous voulez le faire pour vous-même, pour essayer de dumper votre trauma, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas si c'est sain de le faire. Je ne sais pas si c'est sain pour que les gens puissent se reconstruire. Et j'aimerais passer du traumacore à un autre truc. Je connaissais pas du tout pour le traumacore. En 20 ans d'internet. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo à la base? Eh bien, c'est quand j'ai vu énormément de gens parler de certaines études autour des dessins réalisés par des enfants entre l'âge de 1 et 8 ans ayant été abusés sexuellement ou traumatisés de manière violente. Je parle notamment de 2 études. Identifying Sexually Abused Children Through Their Art par la Child Abuse Education Foundation et le projet artistique Broken Crayons, montrant des dessins et l'histoire derrière. Le tout est supervisé par le Dr Elspeth McInnes, une professeure à l'université de Sud-Australie. C'est simple, les études en question partaient toutes d'une même question. Est-ce qu'on peut, en analysant juste des dessins réalisés par un enfant, essayer de déterminer si oui ou non il a été abusé sexuellement et est-ce que ça peut nous permettre de réagir vite? Voyons voir ce que ces études ont trouvé. Ces études ont remarqué qu'il y avait plusieurs choses qui revenaient très souvent dans les dessins d'enfants qui ont été abusés sexuellement. Premier red flag est un des plus évidents. Si votre enfant très jeune dessine régulièrement des personnages avec des parties génitales apparentes et déformées, faites très attention. On peut voir notamment dans ce dessin d'un match de volley fait par un enfant où on s'est rendu compte qu'après la condamnation du coach de volley pour attouchement, que cet enfant l'avait dessiné ainsi que son ami avec des sexes apparents et déformés. Un enfant abusé va aussi souvent se dépeindre lui-même sans bouche, sans pupille, sans bras, simplement pour représenter son impuissance et son incapacité d'en parler. On peut voir notamment ce dessin de cet enfant qui se dessine sans bouche et sans bras, montrant son impuissance à côté de son frère et de cet animal qui représente sa mère. Les deux abusaient de l'enfant. Et les histoires de ces dessins se poursuivent les unes après les autres. On se rend compte que les personnes violentes et les abuseurs sont dessinés avec des traits durs, très souvent pointus, des dents acérées, des appareils génitaux mis en évidence souvent rendus pointus. La proéminence des pointes est particulièrement intéressante. Comme je vous l'avais dit dans la partie du lion des Teletubbies dans la vidéo des traumas, les enfants qui mettent vraiment en évidence les pointes dans leur dessin, l'imagerie du truc pointu, de la dent acérée. Il y en a un dans le chat qui a écrit Ouah, en gros, c'est fait par la propre famille, c'est choquant, mais depuis très longtemps, énormément de gens sont, que Dieu nous en préserve, violés par des membres de leur famille, hein, par un oncle, par une tante. Là, dans ce cas-là, c'était par sa propre mère, frère. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Je veux dire. T'as même pas, enfin je veux dire, t'as aucun échappatoire, sa mère. C'est souvent un gros red flag.
Et c'était pas un truc que j'avais inventé, c'est parce que je m'intéresse depuis extrêmement longtemps à ce sujet. Mais après, il faut prendre ça avec des pincettes, comme vous allez le voir un tout petit peu après. Parce que oui, les dents acérées, les pointes partout, c'est un truc qui se retranscrit comme du danger, de l'agressivité dans la tête d'un enfant. Au-delà de se dessiner sans bras et sans pupilles, il représente parfois son impuissance avec des larmes coulant sur ses joues. Il vit souvent dans une maison sans porte, parfois sans fenêtre, avec une prévalence des cœurs et des messages mettant en valeur sa famille ou l'abuseur de manière hyperbolique, répétant ce que la personne lui a dit, car c'est la seule chose qui résonne dans son cerveau. Et ensuite, il y a les dessins que j'aurais aimé ne pas voir, c'est les dessins que je ne vous montrerai pas, qui représentent, eux, des scènes que les enfants dessinent de leur mémoire. Et à la fin, je me suis donc posé la question, est-ce que les études ont réussi à déterminer si on pouvait, à l'aide de toutes ces choses communes, si on pouvait déterminer qu'un enfant avait été abusé juste à partir de ses dessins? Bah non. Évidemment non. Ça peut être un gros red flag, mais évidemment non. Il n'y a pas de science exacte. Ces choses-là reviennent très régulièrement, voire même presque tout le temps, dans les dessins d'enfants qui ont été abusés, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui incluent ça ont été abusées. Néanmoins, ça peut être une manière de se poser la question rapidement. Un conseil que donne Broken Crayons et notamment beaucoup d'associations de défense de l'enfance, c'est simplement de questionner les enfants sur ces dessins, de leur demander qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que tu as dessiné ça comme ça, est-ce que tu te sens bien, ou juste essayer de communiquer, quoi. Il ne faut pas que ça amène à de la peur constante, mais néanmoins ça peut être une très bonne piste pour essayer de déceler rapidement un traumatisme pour qu'il puisse être traité rapidement par des psychiatres. En conclusion, qu'est-ce que j'ai appris en naviguant dans toutes ces peintures, ces dessins, cet art pictural, ces sculptures qui ont été réalisées par des personnes atteintes de maladies mentales, de conditions mentales, de troubles mentaux et juste de spectres mentaux? Déjà, première chose, tous les détails esthétiques que j'ai pu présenter dans la vidéo. Tous les détails esthétiques qui reviennent régulièrement chez les schizophrènes, etc. Ça, c'est une évidence. C'est les trucs que j'ai appris, c'est les trucs que j'ai remarqués, c'est les trucs que des scientifiques ont remarqués. C'est ces petits trucs qui reviennent régulièrement. Ça, c'est des trucs que j'ai appris. Mais moi, je veux pas parler de ça. Je veux parler qu'est-ce que j'ai appris moi personnellement et qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans tout ça. Premièrement, et on va enfoncer des portes ouvertes constamment pendant cette conclusion, les personnes atteintes de maladies mentales souffrent. Elles souffrent énormément et elles n'y peuvent rien. Ça arrive parfois que les personnes atteintes de maladies mentales sévères fassent du mal autour d'eux, mais ils n'y peuvent rien. Ils sont souvent bloqués dans des trucs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est ce manque de contrôle que j'ai remarqué très rapidement. Les personnes atteintes de maladies mentales ont souvent un manque important de contrôle et il faut approcher tout ça avec empathie, compréhension. Également, seconde chose que j'ai... Je suis fan d'interprétation d'art et je lui jure que cette vidéo est extraordinaire. Merci Feldup. Ouais, j'avoue que la vidéo, ça fait bientôt 1h30 qu'on est devant. Je pensais pas être intéressé spécialement, mais j'ai été scotché devant la vidéo, j'ai même pas vu le temps passer. Il est déjà 22h20, c'est une dinguerie. Les refs, je vais mettre la conclusion, hein. On va terminer la vidéo, il reste 4 minutes. Mais pour rebondir sur le dernier chapitre qu'il y avait dans cette vidéo là, sur les viols d'enfants, etc., ce qu'ils pouvaient dessiner, les parties génitales de leurs proches, etc. S'il y a des gars sur mon stream, je sais qu'il y en a ce soir qui sont assez jeunes et tout. Ne pensez jamais, jamais, jamais que s'il arrive une agression à une meuf, c'est à cause de comment elle s'habillait, c'est à cause de l'heure à laquelle elle est sortie, le lieu où elle était, etc., etc. C'est en aucun cas leur faute, tout comme c'est pas la faute de petites filles de 3 ans, 6 ans, 7 ans qui sont chez elles tranquillement et qui sont violées par leur daron, par leur oncle, par leur mère. Rien que cet exemple devrait vous interpeller pour vous dire que c'est en aucun cas la faute de meufs plus âgées que ça et plus grandes, de 16 ans, 18, 20 et plus et moins, que c'est en aucun cas elles qui ont demandé à subir ça et que c'était de leur faute. Donc voilà, je sais que quand on est plutôt jeune, on est souvent on est souvent amené en tant qu'homme à penser que elle avait pas qu'à aller là dans cette tenue, elle chauffe des hommes en mettant en avant ses formes, etc. Même une meuf qui sort toute nue dehors, on n'a pas à mettre la main sur elle, on n'a pas à la toucher, on n'a pas à lui faire du mal, j'en sais rien, voilà. Mais vous m'avez compris dans l'idée et je dis ça surtout pour les plus petits qui sont sur le live parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'homme, on est peut-être amené à penser parce qu'on est con, parce qu'on ne sait pas totalement la vie d'une femme par rapport à ça et on peut penser des choses fausses. Donc voilà.
Ayez bien ça à l'esprit, appris. les petits peu sur live. La psychiatrie, ça a Les énormément plus grands, j'espère évolué, que vous le saviez déjà. mais Donc, tellement je évolué parle pas pour en vous. moins de 100 ans. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je pense que la psychiatrie est correcte. Un jour, je ferai une vidéo sur les hôpitaux psychiatriques, particulièrement les hôpitaux psychiatriques pour enfants et adolescents, parce qu'il y a des trucs à dire qui sont très graves et très hardcore, mais globalement, du moins je peux le parler aussi pour mon expérience personnelle, les hôpitaux psychiatriques sont corrects en France, pour la majorité, et notamment autour de la capitale. Il faut traiter les maladies mentales. Non traitées, les maladies mentales font extrêmement de dégâts, et on peut le voir notamment dans l'expression personnelle, donc dans le jardin secret de ces artistes qui ont pu s'exprimer. C'est notamment dans les périodes où ils étaient les moins traités que ceux-ci ont exprimé le plus de douleur et d'inconsistance. Également, et c'est un truc dont je me suis rendu compte assez vite, c'est que généralement les personnes atteintes de maladies mentales utilisent la peinture pour des raisons différentes que les personnes neurotypiques ou juste saines mentalement. L'objectif de ces peintures, souvent, c'est de communiquer, d'essayer de visualiser, de se souvenir. Parfois, ça va leur servir une utilité pratique. Et ça part souvent d'une différence simple. Cet art n'est pas fait pour les autres, mais généralement fait pour la personne elle-même ou une autre personne. Vous ne pouvez pas sauver des gens mieux que le SAMU. C'est important de le savoir. Ensuite, autre truc que j'ai appris, c'est que l'art réalisé par des personnes non éduquées artistiquement, qui n'ont presque aucun talent artistique d'ailleurs même, est tout aussi intéressant à étudier. Mais ça dit plus sur la personne en réalité que sur des véritables propositions artistiques. Ouais, mais c'est tout aussi intéressant à étudier, et ça ouvre des champs des possibles que l'académie commence seulement de traiter. Et on parlera un jour de l'art outsider, particulièrement dans la musique, parce qu'il y a des dingueries à raconter. Ce sera un peu moins dark, mais ce sera quand même assez intéressant. Aussi, évidemment, il n'y a aucune honte à avoir une maladie mentale, il n'y a aucune honte à l'assumer, et en général c'est toujours très bien d'aller voir un psychiatre, d'aller voir un psychologue, et il y a une différence entre les deux, et c'est toujours de la merde d'aller voir un psychanalyste. Pardon, c'est mon opinion, mais je l'ai aussi appris en regardant ces cas, parce qu'on se rend compte que la psychanalyse n'a servi à aider absolument aucune de ces personnes. Elle a juste permis aux psychanalystes d'apprendre des trucs, mais c'est pas l'objectif d'une thérapie. À la base, je voulais apprendre sur les gens atteints de maladies mentales, renforcer ce que je pouvais savoir. À la base, je voulais essayer d'empathier avec ces gens, mais finalement, je suis surtout revenu avec des nouveaux noms de super artistes hyper intéressants qui, éventuellement, avaient une maladie mentale. En réalité, si on enlève le prisme que j'ai réalisé de la maladie mentale, notamment pour Louis Wayne par exemple, on se rend compte que celle-ci n'a pas tellement forgé l'art de la personne. On peut aussi voir pour Richard Dad, il y a en réalité que The Fairy Feller's Masterstroke qui est particulièrement dans cette expression de l'enfer qu'il vivait avec sa maladie mentale. Le reste, c'est juste des tableaux ultra stylés en fait. Donc oui, comme je le dis, l'art outsider, tout ça, ça peut être tout à fait normal, banal, parfois même inintéressant. Ça arrive, et c'est aussi un truc. Même si en général, il y a un peu plus d'excentricité, on se l'accorde. Bref, j'ai pas vraiment plus de choses à rajouter. J'ai pas de grands messages à donner sur la vie. J'ai pas de grands trucs à raconter en plus. Et j'aurais pu parler un peu plus en détail de personnes atteintes de dépression. Mais c'est beaucoup plus régulier, et je voulais quand même vous faire découvrir des trucs, étant donné que des artistes dépressifs, il y en a un paquet. J'aurais pu aussi me pencher sur d'autres maladies mentales, sur d'autres artistes, mais ça peut-être pour une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rectifier n'importe quoi que j'aurais pu dire de mal dans cette vidéo dans les commentaires, ça va être plutôt important, et je vais essayer de lire la majorité des commentaires, même si ça va être compliqué étant donné que vous en laissez beaucoup. Mais ça me paraît important quand même de jeter un coup d'œil un peu sur tout ce que les gens plus talentueux que moi sur ces sujets puissent me dire. Éventuellement, si j'ai fait des erreurs de jugement, des trucs un peu ratés, etc., dites-le moi. Aussi, je suis désolé si cette vidéo a mis beaucoup de temps à sortir. Vous pouvez l'imaginer, je pense, avec sa longueur, qu'elle m'a demandé beaucoup de taf. Mais également, j'ai eu énormément de difficultés durant la réalisation de cette vidéo, notamment des trucs très perso. Mais là, je suis revenu en grande pompe, et la prochaine Findings sera très probablement quelque chose de complètement banal pour la chaîne, et ça va faire du bien après je ne sais pas combien de vidéos spéciales. Bref, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Énervé. Bye bye. Énervé, Feldouche.